Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode hors série, l'impact du cinéma des années 80 à 2000. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. Ok, donc aujourd'hui un épisode, ce soir même un épisode très très spécial. Voilà, un épisode bonus qui s'apparente plus à un débat, à une discussion, à un échange, plutôt que réellement la rétrospective d'un film. En fait, l'idée ce soir, ça va être de rappeler à la jeune génération combien le cinéma, donc le cinéma avec un grand C, était important dans la société, comme pour les individus. Pourquoi ? Parce que le cinéma était vecteur d'aspiration, de vocation, d'inspiration, même pour d'autres industries qui étaient à cette époque-là en croissance, à l'image des jeux vidéo. Et donc, pour échanger sur ce thème, sur ce sujet, j'ai deux invités avec moi, vraiment deux gros coups de cœur. Je suis très, très content, je suis très, très honoré de les avoir avec moi ce soir à distance, du coup. Donc, le premier, c'est Fred de la chaîne System Prod Film. Système D Prod Film, c'est bien ça. Salut Fred, tu nous entends, tu es là ? Oui, c'est tout à fait ça. Je t'entends, il n'y a pas de souci. Eh ben, écoute, comment tu vas ce soir ? On a échangé un petit peu en off pour se présenter. Ça me fait très, très plaisir vraiment de t'accueillir ce soir. Le plaisir est partagé. Et puis, merci pour ton invitation. Second invité, alors là, l'homme discret, le deuxième espion, je vais l'appeler l'agent double. Donc là, vraiment, c'est un gros kiff aussi, un autre gros coup de cœur. Donc c'est Pouish 4K est avec nous. Comment tu vas, Pouish ? Écoute, ça va super. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. C'est un véritable plaisir. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, avant de rentrer dans des sous-thèmes, qu'est-ce que évoquait pour vous le cinéma à cette époque-là ? Je pense qu'avec Fred, on est on est aussi entre 35 et 50 ans, on va dire, grosso modo. Qu'est-ce que le cinéma symbolisait pour vous dans ces années, on va dire 80, 90, je dis vraiment début 2000, par rapport à la société, par rapport à son impact dans la vie des gens? Je vais être très concret. On peut parler même de la fin des années 70 ou de l'époque des Stallone avec les actionneurs, les Van Damme, les Schwarzy. On sait pertinemment que cette époque-là, elle a fait en sorte qu'il y ait énormément d'inscriptions dans les salles de sport, même la création de salles de sport. Avec les Rocky, il y a plein de personnes qui se sont inscrites dans des salles de boxe, qui ont commencé à s'intéresser à l'époque au kickboxing, ça a créé des vocations, des champions, dans le culturisme aussi, forcément, avec Schwarzenegger. Donc, c'est des choses aujourd'hui qui n'existent plus vraiment. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça peut se reproduire ? Est-ce que vous pensez que c'était, c'est dans le marbre, c'est fini, c'était vraiment propre à un moment donné dans la frise chronologique du cinéma ? Donc, l'idée, c'est un petit peu de parler de tout ça. Fred, je vais te demander déjà dans un premier temps ton avis. Oui, alors c'est vrai que je suis totalement d'accord. Les stars de cinéma comme Monsieur Muscle, comme Schwarzenegger, ou d'arts martiaux comme Van Damme, même un peu avant Bruce Lee, ils ont donné envie à la jeunesse de faire du sport. Moi, j'ai un père qui faisait de l'athlétisme et des fois, j'aimais pas trop quand il m'amenait courir, tu sais, machin. Allez, on va faire le cross et tout. Lui, c'était son kiff, mais n'empêche, forcément, j'y allais. Il y avait une salle de muscu et des fois, je faisais un peu quelques exercices et tout. Puis, je mettais la musique de Rocky, tu vois. Et ça, j'étais pas le seul. Il y a eu plein de jeunes comme ça. On mettait ça dans le Walkman et tout. Puis, ça nous donnait. Ça te motive. C'est des musiques motivantes. Et donc, c'est vrai que c'est des petites choses comme ça qui me reviennent. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que ça va revenir parce que c'est vrai que ça a plutôt impacté les années 80-90, les personnages qui étaient en muscles ou qui avaient des performances particulières physiques. J'ai envie de te dire qu'en fait, c'est plus ancien que ça, parce que si tu remontes à l'Antiquité, tu avais des mythes comme Hercule, comme tu vois, on a toujours eu des cultes du corps, des choses comme ça. Même les statues, c'est des statues quand même qui mettent en avant le culte du corps humain. Mais je me souviens, si je peux me permettre, de Massiste. Tu vois, en VHS à l'époque. Ouais, Massiste. Massiste était vraiment les. D'ailleurs, Stallone,
l'a dit là récemment, tu sais, il a fait une vidéo qui montrait un petit peu comment il s'est replongé dans Rocky pour faire la réédition le montage de Rocky vs Drago. Et il expliquait qu'une de ses grandes inspirations de l'époque, parce que Sylvester Stallone, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais à la base, il est un peu chétif, hein, il n'est pas super balèze. Hein, et donc, il s'est vraiment inspiré d'un des Hercule, les premiers, avec un des acteurs phares, et il avait vu ce film-là, et ça l'avait. En plus, ce qui est bien, c'est que ça rentre complètement dans la thématique, et ça l'avait complètement retourné. Et il avait envie d'avoir ce corps d'Apollon, quoi. Et c'était dans toute cette époque, comme tu dis là, de massiste, de Hercule. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Reese, l'acteur qui joue Hercule dans ces films-là. Je sais plus. Ouais. Il est entre deux pylônes, tu sais, il est enchaîné et puis il arrive, il tire sur. Vous voyez l'image? Je vois parce que je me souviens. Ça, je crois que c'était des films qui dataient quand même, je crois, des années 60 ou 70, non, il me semble. Ouais, c'est 60, les années 60, ouais, c'est toute la série des Hercule. Voilà, des c'est Péplum à la con, Steve Reeves avec les 12 travaux d'Hercule. Voilà, c'est. Ah, il ouais, fait tomber des mais colonnes à l'aide de chaînes, quoi, tu vois. Ouais. Et Stallone expliquait que c'était vraiment une de ses premières inspirations d'enfant. Il avait voulu en fait ressembler à ce personnage-là. Donc ouais, t'es complètement dedans là. Hein. Et d'ailleurs, pour en revenir à Rocky, je sais pas si vous l'avez fait, mais on l'a presque tous fait. Tu sais, tu parlais de la musique, d'aller courir et tout, mais tu sais, de bouffer un œuf cru. C'était dégueulasse et on pensait que ça allait nous donner de la force. C'était parce qu'il le fait dans Rocky 1. Ça, c'était un classique, ça, tu vois. On le faisait, on se disait, putain, on va être balèze comme Rocky et tout. En fait, rien à voir. T'avais envie de dégueuler, c'était dégueulasse, en fait. Tu digérais pas l'œuf. Je pense que le cinéma a toujours réussi à créer des icônes. Après, c'est vrai qu'à partir des années 80, c'est là où ça nous a touchés, nous, enfin moi, étant enfant, quoi. C'était vachement fort, quoi. Les films de Stallone, Rocky, Rambo, les films de Schwarzy, Predator, Terminator, les films de Van Damme. Rien que ces trois acteurs, là, c'est un peu la sainte trinité du muscle et tout ça. C'est vrai que on voyait ça, déjà en un, ça faisait rêver. Tu voyais des films, t'essayais de refaire les trucs dans la cour de récré, t'y arrivais jamais, mais ça faisait rêver, quoi. Ça, je sais pas, ça jouait énormément, effectivement, sur l'imaginaire. Et ça, c'est des trucs, je trouve qu'on retrouve beaucoup moins depuis au moins une bonne dizaine d'années. Hein. Depuis un peu l'avènement comme ça des Marvel, c'est plus pareil, je trouve. C'est plus les mêmes icônes, c'est moins, je sais pas. Alors je sais pas si c'est parce que je vieillis tout simplement. Je sais pas, je trouve le cinéma, c'est vrai, il a changé, je trouve 80, 90, même début 2000, il y avait encore beaucoup de films, beaucoup de trucs qui faisaient vraiment rêver. Il y a plus des acteurs aussi charismatiques au niveau des films d'action, quoi, des films, il y a plus des modèles comme ça, enfin je trouve, hein, selon moi, hein. Dans les nouvelles générations d'acteurs, c'est pas vraiment, ou alors je m'y retrouve pas, je sais pas trop comment dire, mais il y a plus d'acteurs vraiment qui peut vendre un film juste sur son nom, quoi. Exactement. Bah, tu sais, c'est marrant parce qu'il y a 3-4 ans, je regardais un concept sur YouTube qui était super intéressant. C'était des jeunes, des ados, vraiment pré-ados, entre 11 et 14 ans. Et il leur montrait, en fait, tu sais, différentes choses de notre époque. Ça peut être des baladeurs, ça peut être voilà, les premiers lecteurs CD, enfin, plein de choses. Et il montrait à un moment donné les affiches de films. Et ils mettent l'affiche de Terminator 2. Et là, tu as un jeune, il a 12 ans. Et là, le mec, il m'a vraiment surpris. Et il arrive, il dit ouais, tu sais, en anglais, tu sais, super enthousiaste et tout. Ouais, voilà, ça, c'est un Terminator. That's a fucking Terminator 2, tu vois. C'est pas comme tous ces bullshit des nouveaux films. Et là, je me dis, mais en fait, on n'est pas complètement. En fait, on veut nous enfermer dans ce truc de boomer, de c'était mieux avant. Mais en vérité, eux-mêmes, quand ils découvrent les films, ils le voient, en fait, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que ça, j'en parle souvent. Parce que pareil, je me dis, est-ce que c'est moi qui vieillis ou est-ce que c'est vraiment les films qui sont moins bons, hein, qui font... Et moi, je le vois par rapport à Reigns, là, qui est sur la chaîne. On a une bonne différence d'âge. Et c'est vrai que je lui ai fait découvrir pas mal de films donc plus anciens qu'il connaissait pas. Et c'est vrai que je me rends bien compte que... Enfin, il apprécie alors qu'il connaissait pas du tout, et des films plus récents, voilà, ils sont pas forcément, c'est pas parce qu'il y a les derniers effets spéciaux qui sont forcément géniaux, quoi. La plupart, ils sont assez mornes, en fait. Il y a pas
il y a pas grand-chose. Ça fait pas rêver, quoi. Je sais pas comment dire. Ça reviendra parce qu'il y a toujours eu, je dirais, dans l'histoire des personnages. Alors là, on parle de personnages. Là, les personnages, donc que ce soit Marvel, les personnages de Marvel, en fait, ils existaient sur du papier avant d'être mis au cinéma. Ils sont des fois réussis et des fois c'est nul parce que c'est des productions qui enchaînent. Alors parfois il y a des pépites et puis parfois c'est nul. Mais ça va être plutôt des personnages de fiction. Mais c'est vrai que comme tu disais, des acteurs qui ont un charisme, qui portent des films sur leur nom. Bon, là, dans les années 80, 90, 2000, comme vous dites, il y avait des grands noms comme Schwarzenegger, Stallone, et il y en avait un paquet, mais... Même dans le cinéma français, ouais, Fred. exact. Avec Belmondo, par exemple. Il y en avait un paquet. Oui, c'est vrai. Mais justement, pour réagir un petit peu à ce que disait Twitch, avec un P. excuse-moi, je me souviens que par rapport à ce gamin-là qui a réagi en disant « Ouais, ça c'est un Terminator, machin et tout », quand j'étais gamin, je réfléchis, je me dis « Mais en fait, il y avait des trucs qui dataient de mes parents que j'aimais bien. » Tu vois, par exemple, Clint Eastwood, Les westerns, ouais. les films de Sergio Leone, Clint Eastwood, ils me faisaient kiffer, tu vois. Pourtant, c'était pas ma génération à la base. Enfin, ça l'a été quand même, parce qu'il a continué à faire des films aussi en continuant dans les années 90, tout. Mais il était devenu plutôt réalisateur à ce moment-là. Mais je veux dire, on pouvait aimer même Bruce Lee, tu vois, c'était les années 70, on était jeunes. On en avait des modèles plus anciens encore. C'est vrai qu'aujourd'hui, il manque peut-être des modèles nouveaux. Alors, on a un petit peu Jason Momoa, mais il faut lui laisser encore faire sa carrière. Mais bon, je pense que lui, il est un petit peu le monsieur muscle, l'alpha un petit peu actuel. Mais c'est vrai qu'à part lui, c'est tous des anciens en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Un des premiers films que j'ai découvert, moi, au cinéma, c'est Terminator 2. Ok. Ah, mais celui-là. J'ai 11-12 ans. Je découvre Terminator 2 en salle. Mais je me mange une claque monumentale. Mais à ce moment-là, je me dis, puisque je découvre le monde du cinéma, je me dis, mais en fait, c'est ça le cinéma. C'est du rêve, c'est des effets spéciaux, tu vois, comme ça, incroyables. Et quand je regarde le film, je vois que je regarde un chef-d'œuvre. Mais jamais, à ce moment-là, je me dis, en 1992, il va y avoir des chaînes, il va y avoir des rétrospectives sur ce film et qui sera vraiment ancré comme un des meilleurs films de tous les temps de science-fiction. Tu vois, Ouais, ça, c'est j'en vrai. ai pas la conscience parce que je me dis, le cinéma, de toute façon, il y aura une florilège de films comme ça qui vont arriver. C'est ça le cinéma. Le cinéma, c'est du grand spectacle, c'est du grandiose, c'est des films américains. Et en fait, non. En fait, tu es en train de vivre l'histoire, mais tu t'en rends même pas compte. La grosse différence, c'est justement la technologie aussi. C'est justement, il n'y avait pas Internet. Il y avait, moi, Terminator 2, il y avait moi, je me souviens très bien, je sais plus si c'était dans le Player One ou, voilà, il y avait la double page qui parlait du film et tout. Il y avait les émissions de télé qui parlaient du film, mais bon, sinon, il n'y avait pas, à part le cinéma ou choper la cassette, je veux dire, il n'y avait pas 100 000 moyens de voir le film. Et c'est pour ça aussi que c'était aussi vachement un événement. Exactement. Parce que à sa sortie, il y avait un seul moyen de le voir, c'était aller le voir au cinéma. Tu pouvais pas aller le voir, il fallait attendre fébrilement d'avoir une cassette ou une copie et beaucoup de copies, ou alors sinon il n'y avait pas le choix, il fallait attendre que ça passe à la télé. 6 mois plus tard, 6 mois, des fois un an. Voire un an, ouais. Exactement. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, alors quand j'attendais un film, les prospectus, au bout de quelques mois, les prospectus des magasins, mais putain, je les faisais tous pour voir les cassettes vidéo qui allaient sortir. C'était ma façon à moi, quand j'étais gamin, de voir quand c'est qu'il y allait un film qui allait être dispo au magasin, quoi. Le fait de L'attente. pas avoir accès à l'attente joue beaucoup sur le fait que le film est marquant aussi, je pense, et qu'il n'est pas forcément accessible, ou il est accessible uniquement un an et demi après. Je veux dire, il y a un truc que je me souviens très bien, et aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Ça arrive parfois, mais beaucoup moins. C'est le fameux film qui n'était pas encore passé à la télé, qui passe le dimanche soir à TF1, et je me souviens très bien, tu reviens le lendemain, tout le monde l'avait vu. Tout le monde dans la cour de récré, mais tu pouvais en parler, tout le monde avait regardé le film. C'était un truc, ça aussi c'est un truc qu'il y a beaucoup moins Parce aujourd'hui. qu'on était beaucoup moins noyés dans la pluralité des médias. Aujourd'hui, tu as le stream, tu as le truc, tu as les mecs qui sont sur Instagram. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, je fais un film,
la personne va dire: «Ah ouais, OK, ah ouais, il passe au cinéma. Ah bah super et t'as combien? Ah tu 200 K sur Insta mec, t'es influenceur? Mais waouh!» Tu vois? Et la personne, elle va te regarder avec des yeux comme si t'étais beaucoup plus valorisé. Alors que, enfin, je vais un Ouais. peu peut-être un peu dur, hein, je suis peut-être un peu dur, mais c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui, c'est que, la pluralité des médias, c'est bien, mais le contre-coup de ça, le retour de flamme, c'est qu'effectivement, bah, on est noyé dans une masse de choses et Ouais. aussi, après, c'est un peu le côté boomer, je sais pas, gardien du temple et tout, mais quand même aussi très abrutissant. Ouais. Le cinéma, c'est l'art ultime à la base, tu vois? Moi, c'est comme ça que je le ressens, je le ressentais, tu vois? Attends, je parle au passé, c'est chaud. C'est que pour moi, c'était inaccessible parce que c'est le cinéma, c'est l'art qui réunit plusieurs éléments artistiques, l'image en mouvement, donc voilà, 24 images, 25, le langage, le son, dont la musique. La Exactement, musique, donc ouais. et c'est un art qui s'inspirait également d'autres arts comme, la littérature, bien entendu, avec les adaptations, et la peinture également, pour le travail de chef opérateur, la photo, beaucoup. Mais voilà, ça restait l'art ultime et aujourd'hui, je trouve que c'est un art qui est Mais en fait, c'est fou, quoi. les gros films, les gros coups de cœur ou les films, tu ressors de la salle, t'es comme un ouf, ils se font quand même beaucoup plus rares. La plupart du temps, c'est tiède. Moi, je regarde énormément de films, hein, Mmh. mais la plupart du temps, mais le pire, c'est que la plupart du temps, j'en attends de moins en moins et tu ressors de la salle, t'es quand même déçu. C'est quand même, je sais pas, c'est pas comme avant, je trouve. Il y avait des navets à l'époque aussi, mais Ah c'est vrai que carrément! mais la multiplicité des productions fait que t'as as quelques pépites, mais il faut aller les chercher. Et puis, oui, forcément, dans toutes ces productions, il y a des choses moins intéressantes. Aujourd'hui, je trouve plus de qualité dans des grandes séries fleuves comme Game of Thrones ou comme tu vois, certaines séries. Alors, les derniers gros kiffs, je les ai pris plus en série télé ou série streaming, hein, que au cinéma. Les dernières grandes claques, je les ai pris, tu vois, dans des séries comme Breaking Bad, comme Ouais, après Breaking Bad, c'est du lourd, hein. Game of Thrones, Ouais, The Wire qui aussi. sont dans des registres différents. Là, en ce moment, il y a même Stallone, tu vois, qui fait Ouais, Tulsa Tulsa King, King, là, ouais. moi j'aime beaucoup, j'en Ouais, regarde, mais c'est surtout parce qu'il y a Stallone. parce qu'il y a Stallone, mais Ça joue quand même énormément. sais pas ce que va donner la série avec Schwarzenegger, elle va bientôt sortir, on verra bien. Oui, mais tu vois, on retombe dans ce qu'on a Je dit. pense qu'en série, il y a plus de choses intéressantes où j'ai vu, par exemple, The Expanse, la série de SF, Ouais, The de Expanse, SF, j'ai là, trouvé vraiment génial. C'est des adaptations de romans aussi. Ceci justifie cela parce qu'il y a déjà une écriture derrière. Ils se sont donné les moyens de l'illustrer. Mais là, maintenant, aujourd'hui, au cinéma, avant, il adapté de grandes œuvres littéraires. Mais là, maintenant, pour commencer à partir sur... Tu sais, je crois, un des derniers à avoir fait ça, c'était Peter Jackson avait Le Seigneur des Ouais. Anneaux, adapté, tu vois, ces choses-là. Mais là, Denis Villeneuve qui veut faire, par exemple, le Dune. cycle de Dune, il te fait déjà le 1 en 2 parties. S'il n'y avait pas rapporté, ils n'auraient pas fait la suite. Et en plus, est-ce que derrière, ils vont adapter les autres films alors qu'en série télé, ils peuvent, tu vois, avec, par exemple, Fondation, une saison 2 qui sort, là, ça y est, et puis ils vont tous les faire, hein. Mais je pense que les séries télé, c'est un des... Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les séries télé et ça phagocyte un peu aussi. Il y a des séries de qualité. Bon, moi, j'aime pas trop les séries télé. La plupart du temps, ça me saoule à de très rares exceptions. Mais en fait, il y a plein de séries télé. Je peux pas m'empêcher de me dire, ils auraient fait ça en film, plus condensé ou en plusieurs films. Ça aurait été tellement mieux, quoi. Chaque fois que je regarde une série, même qui est intéressante, je me fais à chaque fois la même Oui, mais réflexion. si c'est l'adaptation d'œuvres littéraires, Mais des il y a fois, des exceptions, autant en faire des séries, tu vois. Je pense que des fois, au cinéma, ils te font un film et puis, en fonction des recettes, ils feront pas les suites ou alors peut-être ils feront des Ouais, suites parce que de l'industrie, façon elle est... approximative. Des fois, s'il y a une continuité, alors ça dépend des productions. T'en as qui le font bien, d'autres qui le font moins bien. Mais il y a des différentes tentatives et effectivement, le cumul, enfin, la multiplicité des productions aujourd'hui fait que tu as plus de merde aussi, voilà. Mais il y a quand même aussi de bonnes choses. Mais on attend trop encore du cinéma. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a pris des claques au cinéma et aujourd'hui, on veut encore croire qu'il y aura un gros blockbuster, un truc qui va nous éblouir, un peu comme voilà, on pense à Terminator ou à d'autres films comme ça dans les années 80. Ouais, mais justement, moi, je trouve que c'est un peu logique. Je trouve, au début des années 2000, justement, tu parlais du Seigneur des Anneaux, mais moi, au cinéma, ça, c'est des films,
films, je sais pas, ils m'ont fait rêver complètement. Au début des années 2000, on a eu quand même toute une série de films avec effets spéciaux, avec il y avait quand même du très très lourd, quoi. Pareil, le King Kong de Peter Jackson. Enfin, il y a eu plein de films, quoi. Ouais, les Spider-Man de Rémi. Exactement, les Spider-Man. Et on s'attend forcément à retrouver ce type de film qui fait rêver, quoi, qu'on peut regarder. Mais je pense que justement, ça a été un tournant, parce que en fait, c'est à partir de là où on a été plus focus sur des personnages et des univers, Ouais, ça c'est vrai. que ce soit Marvel Que sur des acteurs ou ouais. les trucs de Heroic Fantasy, que sur des comédiens comme Stallone ou Schwarzenegger, tu vois, là, hop. D'ailleurs, c'est la période où ils ont été ringardisés un petit peu. Enfin, même carrément. Ben ouais, parce que... Mais il y aura d'autres, je pense, il y aura dans l'avenir d'autres acteurs qui vont, même en art martial. Hein, Je te trouve bien optimiste. Je voulais pas le dire. Non, il y avait eu Hong Pak à un moment donné, tu te souviens? Ah ouais, avec Tony Jaa. Après, oui, Tony Jaa. Avant lui, il y avait eu Jet Li. Il y a Donnie Yen qui est génial. Commence à être âgé, Donnie Yen. Ça, c'est abusé parce que Donnie Yen, ça fait chier quelque part parce que les gens le découvrent. Le mec, il a 60 balais. Mais il a c'est ça une que je suis en train de dire. Moi, Ouais, ça fait déjà 20 ans que je regarde ces films, quoi. Ah C'est oui. un truc de. Les mecs le découvrent, c'est ouf. Qu'il a un visage juvénile. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il a fait des sagas, surtout qu'ils l'ont fait connaître, tu vois, par les Ip Man et tout, mais c'est vrai qu'il avait déjà fait des films Il avait déjà fait plein de films avant. asiatiques. Ouais, mais complètement. Et Mais il ouais, a ouais. toute une carrière et toute une filmographie derrière lui. Carrément. Je vais me permettre de vous sortir aussi une anecdote qui est très très personnelle. C'est vous parlez du Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Alors moi déjà c'est une saga que j'ai supra kiffé parce que j'aime énormément l'Heroic Fantasy dans un premier temps. Je me souviens très bien, donc je l'ai vu plusieurs fois au cinéma, le Retour du Roi. Et je me souviens d'une sensation que je n'ai plus jamais ressentie. Le film, je crois qu'il dure la version, pas la version longue, la version ciné, je crois que ça dure 3h30, quelque chose comme ça. Non, c'est la version longue. La version courte, enfin la version cinéma, pardon, elle fait quoi, 3 heures 2h45. Ouais, un truc comme ça, ouais. Mais je me souviens qu'à partir de 2h10, je regarde mon téléphone à l'époque, et c'est pas un smartphone, hein, dans 2002, je crois. Et là, je me dis, waouh, ça fait déjà 2h10, le film va bientôt finir, je suis dégoûté. Mec, je me suis dit ça. Et je me souviens, c'était quand Gollum, tu sais, il montait les espèces de montagnes là, pour arriver vers l'araignée, là, tu vois, quand il a ramené les hobbits vers le piège. Désolé, je spoil un peu, mais tu vois. Et je me disais, oh, mais c'est tellement, ce que je suis en train de vivre, c'est tellement spectaculaire, c'est tellement immersif, c'est tellement grandiloquent. Le film, c'est sûr, le film, il va pas durer 3h30. C'est bientôt fini, là. Et j'étais dégoûté. Tu vois, j'appréhendais la fin. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Je regarde ma montre, quand que ça finit, je me barre, voilà, je me dis ça. Tu vois, comme je te dis là, je me suis barré sur le dernier Scream, alors que je suis un fan invétéré, j'ai fait un épisode dessus. C'est assez intéressant ce que tu dis, parce que par exemple, notamment pour Le Seigneur des Anneaux, moi, c'est la première séance que j'avais fait de ma vie, hein, où les gens ont applaudi à la fin du film, au générique. Voilà, spontanément. Et c'était pas du tout une première séance ou quoi que ce soit. J'étais allé avec mon frangin, une séance d'après-midi normale. Les gens, quand il y a eu le générique du film, il y a les 3/4 de la salle qui ont applaudi, c'était un truc de fou. Et ça, c'est un truc que j'ai très rarement vu dans une salle de cinéma, quoi. C'est hors avant-première ou des trucs comme ça où les gens sont de toute façon à fond. Dans une séance normale, les gens applaudissent spontanément comme ça. Ça, c'est un truc... Et ça, tu le retrouveras pas et tu le retrouveras jamais pour des séries. Parce que comme l'a dit Fred, c'est indéniable. Hein. Aujourd'hui, les séries, elles sont de qualité, mais fois 1000 par rapport à notre époque. Mais par rapport à l'époque des années 90 et tout. Mais cette sensation, cette immersion, cette expérience de la salle. Le cinéma, c'est quand même plus fort. Je me souviens même que, tu sais, dans les années 80, je crois, quand il y avait Alien le retour de Cameron, justement, qui était sorti, je l'avais vu au cinéma, mais il me semble qu'à l'époque, tu payais ta place, tu pouvais rester dans la salle et voir la deuxième séance, tu vois, rester. Et je me souviens qu'avec des potes, on était restés. On s'est dit, non, et le film est incroyable. On est resté, on a dit, non, les mecs, on le regarde, on le revoit une deuxième fois, quoi. C'était un truc de fou. Tu vois, il n'y avait pas de cassette vidéo, il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, voilà. Et tu retournais même après le revoir, tu en parlais à tes copains, ta nana, tout ça. Après, on a fréquenté les vidéoclubs dans les années 90, 2000. Et là, maintenant, avec Internet, on télécharge et on fait des podcasts. Voilà, c'est ça. mais tu vois, pour en revenir, alors c'est très intéressant parce que l'imagerie de Aliens 2, donc Aliens,
Moi, je me souviens, je devais avoir 10-11 ans. J'arrive dans une boutique, c'est pas un vidéoclub, c'était une boutique de films. Et l'image marquante de l'affiche avec Sigourney Ah Weaver qui ouais, tient dans sa main une enfant et de l'autre un lance-flamme ah mitraillette. ouais, ouais, ouais. Et moi, je regarde cette image, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir, tu vois, j'avais même pas vu le film, rien que Ouais, l'affiche. rien que l'affiche. Et là, il y en avait. Et honnêtement, quand tu regardais les rayons dans les cassettes ou dans les magazines, C'était incroyable. les affiches, les photos derrière la cassette, mais rien que ça, quand tu pouvais pas voir le film, rien que ça te faisait rêver pendant des semaines. Mais Tu te carrément. disais, mais qu'est-ce que c'est que ce... Même si derrière, c'était peut-être un gros nanar, en fait, tu vois, c'était une grosse bouse, mais rien que ça te faisait rêver. Parce que ça, par exemple, les affiches, moi, j'adore tout ce qui est jaquettes, affiches de Bah films. voilà. C'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas des masses d'affiches, il y en a bien sûr encore, il y en a toujours des bonnes, hein. Mais je veux dire, il n'y a pas des affiches qui te font rêver comme ça. Ah, qui sont Qui autant te font- impactantes. Ouais, T'imagines, toi? qui sont aussi iconiques que, par exemple, l'affiche de... Là, tu as trouvé les bons exemples. Alien ou Terminator 2, c'est des affiches, rien que tu vois l'affiche. Comme je dis toujours, c'est le genre d'affiche, je connais rien du film, ça me donne envie instantanément de le voir. Ou Conan, on parlait d'Heroic Fantasy. Dans Ah Conan, bah ouais. tu regardes Ah l'affiche, ben, ah ouais, l'impact que ce film avait, notamment parce que je sais que vous êtes friand aussi de jeux vidéo et notamment de rétro gaming. ah bah Mais oui, t'imagines l'inspiration de Conan, ah bah ouais, ça a permis d'avoir des Golden Axe sur bah oui, arcade, des jeux comme Rastan, ah ouais. plein de jeux Mais il y en d'Heroic a eu plein, Fantasy, plein. plein de romans. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Il n'y a plus ce genre de choses. Des films qui sortent et qui inspirent des jeux vidéo. On a parlé Ça, d'Aliens. c'est Il y a vrai. eu combien d'aliens de jeux vidéo? Moi, je me souviens sur Master System, il y avait des Alien Syndrome, il y Alien avait des Syndrome, ouais. Probotector, Ouais, il y avait pléthore comme ça mais de regarde, jeux même un qui film n'avaient pas comme... la licence. même, ouais, bah oui, alors il faisait... mais même un film comme Mad Max 2. Mhm. Mad Max 2 en découle tous les films post-nuke italiens, les gros nanars, Ken le survivant, enfin Hokuto no Ken. Maintenant, si c'est rien que ça, c'est une inspiration de dingue. C'est pareil, des tonnes de jeux. C'est super intéressant parce que là, tu vas vraiment sur la transition dans laquelle je voulais aller par rapport à mes sous-thèmes. Les films qui copiaient des concepts, des intrigues, des mécanismes de narration, ce qu'on appelait en fait les films d'exploitation, les Alien-like, les Die Hard-like, Ah ouais. les Conan-like. Tu Ouais. vois, les Conan-like, t'avais Calidor, t'avais Barbarians, t'avais Willow, les Indiana Jones-like, avec, moi je me souviens en VHS, les Alan Quatermain. Alan C'était moins Quatermain, bien, tout pourri. c'était moins bien, mais tu les regardais quand même. Oh non, oh non. Avec Richard Chamberlain, je crois. Ouais, c'était de la merde. Alan Quaterman, mais le pire, je crois que c'est un sous Indiana Jones, mais le pire, il me semble qu'Alan Quaterman, c'est un personnage de BD ou C'est ça. de Il me roman semble à la base. ouais, tu il me vois. semble que c'était un Il personnage existe de en plus, BD, ouais. ouais, de comics. En ou plus, je sais il pas quoi. existait déjà, donc là, c'était vraiment. Mais on sentait qu'il voulait surfer sur le succès de Indiana Jones. Mais Ils carrément. se sont dit, ça marche. Les gens veulent voir justement, comme tu parlais de rêve, avec Indiana Jones, tu voyages, tu vas dans différents pays, dans différentes régions. Il te prend pas pour un con visuellement. Tu as des temples, tu vois, il t'envoie du rêve. Il y a de l'action, de l'aventure. C'est une carte Et, postale. et oui, évidemment, les gens, ils veulent voir ça, ils veulent voyager quand ils vont au cinéma, ils veulent pas s'emmerder, quoi. Mais tu vois, les Die Hard, like, Ah les ouais. pièges en haute trouble, les pièges en haute mer, les passagers Piège à 57, grande vitesse. les pièges à grande ouais. vitesse, Ultime les morts décision, subites, tous les nanars. morts Ouais, subites morts avec subites, Van Damme. ouais. Franchement, on en a eu plein. Les Scream, alors ça, j'en parle même pas. Les Shark Exploitation, les Dents de la Mer, Oh t'as eu putain, ouais. les trucs Orca, je sais plus, Peur Bleue, L'alligator killer crocodile. voilà, des trucs. Piranha, enfin toute Non, mais l'équipe. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Aujourd'hui, les gars, ça n'existe pas, ça. Aujourd'hui, on a n'existe Sharknado. pas. Sharknado, voilà. Ouais, mais ça continue à être des sous-films de requins. Oui, mais c'est pour rire. Bon, après, c'est pour délirer. Hein. Ouais. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que effectivement, les films d'aujourd'hui n'arrivent pas à faire découler des sous-produits tellement ils sont puissants. Voilà, t'as tout dit. C'est vachement, c'est un point que effectivement les Rambo et toute l'équipe là, il y a eu des dizaines de sous-produits italiens, américains, taïwanais, enfin tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, ça, il y a pas. Et les Ça, Star il y a- Wars, les Star Wars, bah, combien pareil, de films qu'il y a eu à façon Star Star Wars, tu Crash vois, et toute l'équipe là, les Exactement. films Et italiens. et ne serait-ce que des déclinaisons de l'univers dans d'autres formes artistiques, Ça aussi, ouais. comme les jeux vidéo, par exemple. Ah bah Star Wars. Star Wing, Moi, j'ai Star j'ai Wing, déjà tu dit te rappelles? Ouais, mais même Star Wars, je pense que Star Wars, c'est un des films. Je crois qu'on peut refaire
toutes les époques et toute l'histoire du jeu vidéo rien que sur cette licence. Exactement. Ouais. Ça démarre par les tout premiers jeux d'arcade en Vectrex et toute l'équipe, l'Atari 2600, toutes les plateformes qui ont existé, je pense, quasiment. Spice and Blender, ça vient de là. C'est un non, mais Atari même, ont eu 2600. carrément leur jeu Star Wars, déjà, rien que Star Wars en lui-même. Et puis les BD, les romans, la manière en fait dont l'univers s'est étendu. Et Ouais. jusqu'à aujourd'hui, par exemple, on parlait de séries. Moi, une des séries coup de cœur, c'est Mandalorian, tu vois. C'est une des séries Ok. que j'apprécie, tu vois, personnellement. Ouais. Mais voilà, ça découle. Je suis pas très convaincu, mais ça Non, pas découle un peu de. Mais non, moi, non, mais faut le dire. Hein. Je te Moi, fais confiance. Bon, ça reste du Star Wars, mais moi aussi, j'ai été biberonné à Star Wars, donc Ah ouais. j'ai pas tellement aimé la dernière trilogie, là, 7, 8 et 9. Enfin, bon, on en avait parlé. J'ai envie quand même toujours de me dire, tiens, il va y avoir un renouveau, il va y avoir quand même un truc un petit peu qui va se démarquer, qui va... voilà. Mais bon, c'est vrai que mes préférés, ça reste quand même bon, les films de Lucas, quoi, les originaux. Après, Star Wars, c'est vachement intéressant parce que avec Star Wars, justement, les 3 trilogies nous donnent 3 époques et 3 un peu situations comme ça du cinéma. C'est vrai que la trilogie du début des années 2000, moi j'étais comme un ouf. Hein. Je me souviens, mon pote, il avait trouvé une version, je sais plus quoi, taïwanaise, ou je sais pas quoi, on l'avait vu avant la sortie du film. J'avais pu voir le film sur son PC dans une qualité dégueulasse. J'étais comme un ouf, quoi. Ça, c'est vrai que au début des années 2000, les nouveaux films Star Wars, c'était quand même quelque chose. C'était vraiment un événement incroyable, quoi, je trouve. Moi, je pense qu'on est quand même assez objectif, dans le sens, en tout cas, moi, je le suis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les premiers Star Wars, on en a entendu parler. Voilà, le retour du Jedi et tout ça, Ah ouais. l'Empire contre-attaque, c'était vraiment des classiques. Nous, effectivement, on était trop jeunes, mais on les a redécouverts à la télé, Ouais. en VHS, en DVD. Donc, c'était vraiment les doudous, en fait, de toute une génération. Mais quand sont sortis, en fait, la suite, qui est la prélogie, du coup, moi, je me souviens d'un épisode que j'ai supra kiffé et je me suis arrêté, je me souviens comme si c'était hier, devant le générique, en train d'attendre et encore de kiffer le film. C'est La Revanche des Sith. Moi, Ah La ouais. Revanche des Sith, pour Ouais, moi, ouais. il est extraordinaire. Il Il te est excellent. bouffe. Pour moi, il est meilleur que le retour du Jedi et tout. Je le pense. Hein. Et pourtant, on peut dire, ah mais non, non, c'est pas une question de boomer. Je suis objectif. Le combat à la fin de La Revanche des Sith, il est incroyable. il est Le mortel. travail de manipulation mentale que subit Anakin par l'empereur tout au long du film. Mais mec, j'étais scotché, je regardais le film. Bah après, c'est trop fort en fait. Ouais, mais J'ai beaucoup aimé ce film, hein, Bah, vraiment. celui-là, au cinéma, c'est un des c'était meilleurs, truc hein, de pour moi. dingue. Ah ouais, vraiment. Celui-là, Et, à l'époque, au cinéma, je suis allé le voir 3 fois, c'était un truc de dingue. Mais en fait, ils ont des défauts. En fait, la trilogie des années 2000, elle a des défauts que les anciens n'ont pas. Les anciens, c'est des classiques. Même si le 1, je trouve aujourd'hui en 4K, il a quand même un petit peu vieilli. Ah, il a Mais, super vieilli. Moi, j'ai le jamais aimé Retour le du 1, le Jedi, premier. c'est mon préféré. C'est parce que c'est un spectacle de dingue. Mais je voilà, comprends. après, ceux des années 2000, ils ont des défauts, ils ont des personnages de merde, ils ont des scènes ridicules, inutiles, mais il y a un spectacle, Jar Jar ça fait Binks. rêver, quoi. Ouais. Ouais, ben voilà, il y a Jar Jar, il y a toute l'équipe que voilà. Mais sinon, ça continuait quand même, malgré tout, à faire rêver quelque chose de bien. C'était vraiment, visuellement, c'était incroyable. Et La surtout distribution artistique, hein, les et le acteurs, dernier épisode, La Revanche des Sith, c'était quand même un spectacle total. Franchement, Bah, alors- après, c'est vrai que pour la Revanche des Sith, moi j'avais bien aimé aussi, mais j'y trouvais des défauts, mais Ouais. parce que j'avais été au cinéma, j'avais vu au cinéma les premiers, tu vois, je veux dire. putain. Vous les ouais. avez connus en cassette vidéo, à la télé, ouais. à la télévision, tout ça. Et c'est un peu ce que je disais, tu sais, tout à l'heure par rapport au film de Clint Eastwood, de Sergio Leone. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais bien voir les films de Le Bon, la Beauté, le Truand, tout ça, tu vois. Et je les avais pas vus au cinéma, tu vois, parce que j'étais jeune. Mais je les avais vus à la télévision, je les avais vus. Donc, ça fait partie des classiques qui ont précédé, que mes parents avaient vus. Voilà, à une génération près, vous, c'est un peu le même truc avec Star Wars, mais Lucas a fait donc du coup la prélogie. Quand la prélogie est arrivée, j'avais déjà un peu des idées sur ce que ça pouvait raconter, puisque à travers des lignes de dialogue, ça te le dit un petit peu dans les premiers Star Wars. Et du coup, il faut aussi que
quand il fait l'épisode 3, Lucas, du coup, il faut qu'il conclue. Et donc, forcément, le film, il doit, à un moment donné, synthétiser des tas de trucs, ce qui fait que vous l'avez peut-être plus apprécié que moi, parce que moi, je l'ai vu un petit peu comme une histoire que je connaissais déjà, en fait, dans ma tête, sauf que c'était pas exactement d'un coup ce que je voyais, c'était pas exactement ce que j'avais imaginé. Et sur certains points, j'ai trouvé que c'était chouette, et sur d'autres, j'étais déçu. Après, à la revoyure, en essayant de mettre de côté vraiment mes a priori, j'ai trouvé que oui, effectivement, il est très agréable, mais il y a des petites choses encore où je peux chipoter. Mais c'est pas grave, comme tu dis, ça reste du divertissement, ça reste du rêve, du spectacle. Ça reste quand même un Star Wars lucasien, tu vois, quoi qu'on en dise. Justement, ce que ne sont pas les nouveaux films. Exactement. Les nouveaux films, je trouve, ils sont complètement à côté de la plaque. Déjà, ça raconte rien. C'est des pseudo-remakes des anciens, en moins bien, avec des personnages complètement vides. Non, il n'y a pas d'épaisseur, c'est insipide. Mais après ça, on est tout à fait d'accord. Hein. C'est unanime. Il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de rêve, je sais pas, C'est du fast-food. En fait, ces films ont réussi, ouais, exactement. Ces films ont réussi à faire quelque chose que je pensais impensable. C'est à sortir d'une séance Star Wars et à me dire, putain, c'était naze. C'est un truc que je pensais impensable, impossible. Oui, pour Terminator, pour Alien, pour Predator, on a tous revécu ça, malheureusement. Hein. Toutes les grandes licences. Moi, ça m'attriste, hein, pour de vrai, hein, réellement. Je sais que des fois, on est là, on rigole et tout. Mais pareil, mais c'est là où on voit qu'il y a quelque chose qui est différent. Après, dans Star Wars, ils ont quand même pas encore été jusqu'à faire comme l'équivalent de Terminator avec un T-800 babysitter, tu vois. Fallait quand même oser. Faut pas nous lancer sur ça parce que l'émission elle va durer 3 heures et là on va partir sur d'autres trucs. C'est symptomatique de ce qui se passe. C'est plus qu'un désastre. Hein. Je pensais pas qu'il pourrait aller jusque-là. Non, franchement. Hein. J'étais dans la salle, je vois le mec, il a les jambes croisées et tout. Enfin, c'est quoi ? Me lancez pas là-dedans, s'il vous plaît, parce que ça va me remettre des séquelles psychologiques. C'est un trauma, ça. C'est un trauma. Je veux juste donner un exemple très concret entre Top Gun, donc le premier du nom, et Top Gun Maverick. Je sais pas si vous avez vu les deux, du coup. Ouais, j'ai vu les deux. Ouais, si. Ok. Top Gun, le premier, qui est sorti en 86. On parlait de l'impact des films. Moi, le Top Gun, à l'époque, je l'avais pas vu, mais je connaissais, comme tout le monde, la BO. Ouais. Take my breath away, tout ça. Ouais. L'importance des BO, de l'original soundtrack, le score, quoi. Aujourd'hui, je trouve que dans la plupart des films, il n'y a plus cette importance. Avant, tu avais le film qui sortait et tu avais le CD qui allait avec et la musique avec la bande originale du film, avec vraiment une véritable orchestration. Je peux même donner d'autres exemples avec le Bodyguard. Tu te souviens de ce film avec Kevin Costner où il y avait cette chanteuse Whitney Houston, un gros classique aussi, tu vois, t'avais pas vu le film. Ouais, t'avais pas vu le film, mais ouais. J'avais été le voir avec ma meuf et une amie à elle, et en fait, c'est vrai qu'on était fans de Whitney Houston. Tu vois ce que je veux dire ? Les générations. Kevin Costner et tout, et c'est vrai que c'est un petit film en fin de compte, hein. C'est pas, il y a pas d'effets spéciaux, tu vois. Ouais, le film en lui-même, il est pas ouf. Mais n'empêche, tu allais voir Whitney Houston dans son premier rôle au cinéma, tu vois, et elle chantait, elle était avec Kevin Costner, il emballait la chanteuse et tout. Cette histoire de Bonnie, non mais c'est vrai, ça t'envoyait du rêve, même toi en tant que mec, tu vois, les meufs, elles kiffaient parce que c'est la chanson de Pretty Woman, on la connaît tous. Ouais, c'est vrai. Sors-moi aujourd'hui des films où tu peux fredonner la chanson. Ouais, c'est vrai. Pretty Woman, c'était Julia Roberts. Oui, mais c'est pareil, il y avait quand même cet impact. Ou Ghostbusters, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ah ouais. Et là aussi, là où je veux en revenir encore une fois sur le côté sociétal, c'est que dans Top Gun 1, ça a boosté. On se rappelle de la mode des blousons. Ouais. Aviateur, chevignon. Ouais. Tu te rappelles les Ray-Ban ? Mais il y avait plein de mecs qui se baladaient avec ça. Déjà, c'était super cher. Ouais, putain, ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, avec Top Gun Maverick, la plupart des gens sont d'accord pour dire que Top Gun Maverick est même meilleur que Top Gun. Ah, c'est une tuerie. Hein, pour moi, c'est le cas. Hein. La preuve qu'on n'est pas des boomers obscurs, tu vois. Top Gun Maverick est meilleur. Ouais, non mais bien sûr. Le film, il est même meilleur. Ouais, non mais c'est vrai. Et meilleur que Top Gun 1. Où est-ce que je veux vous amener ? C'est pour vous dire, regardez, on est d'accord, il a fait plus d'entrées, c'est le succès, peut-être le plus grand succès apparemment de Tom Cruise. Et est-ce que vous trouvez que l'impact est le même qu'à l'époque ? Non, il n'y a pas de blousons qui sont vendus, il n'y a pas de Ray-Ban, il n'y a rien. En fait, on passe à autre chose. Ah, c'est fini, super, c'était bien, succès. Ça, c'est vrai. Ouais. Emballé, pesé, c'est terminé. Il n'y a pas cet impact sociétal qui reste. Ça n'existe plus, ça. Mais tu penses que c'est quoi ? C'est générationnel ?
C'est parce qu'on est noyé. On est noyé dans une pluralité, comme je disais tout à l'heure, de diffusion d'informations, de films. Donc, la personne qui voit Top Gun, elle a passé un bon moment, mais elle a 250 séries à rattraper. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais. 250 jeux vidéo sur 10 consoles qu'elle n'a pas faites. Mais c'est pour ça qu'il faut être sélectif. De toute façon, tu peux pas tout jouer, tu peux pas tout voir. Autant être sélectif et prendre le temps de réfléchir. Je raconte ma vie, on m'a offert une PS5. Des potes qui m'ont offert une PS5. À chaque fois que j'ai des amis qui viennent chez moi, ils hallucinent. La console, elle est dans son emballage. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai pas le D'accord. temps. Et ouais, ouais. C'est le truc introuvable, tu vois. Ouais, ouais. J'ai un pote, il me Ouais, disait, ouais. mais mec, ne la vends jamais. T'imagines même pas, tu la laisses dans sa boîte. Elle va coûter, je sais pas combien, 10K. Je m'en fiche, en fait. Parce que j'ai encore une PS3, j'ai encore d'autres consoles. Je n'ai même pas le temps. Et je pense qu'on est noyé là-dedans. On est noyé dans ce flux et ce fleuve de divertissement. Et comme tu l'as dit, la clé, Fred, c'est de choisir. Mm. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des gens qui font des critiques sur les plateformes comme YouTube ou autres, parce que quand tu sais que tu as un peu d'acquaintance avec eux, tu peux dire hop, lui il va m'éviter de perdre mon temps, de regarder tel navet et tout ça. Exactement. Tu vas t'en référer à des gens qui ont un peu de culture, tu vois. Au fur et à mesure, les contacts que je me suis fait un petit peu sur YouTube, c'est des gens un peu comme tu dis. Il y a des gens plus jeunes que moi, des gens à peu près de mon âge. Mais du coup, ils ont un background, ils connaissent certains noms de réalisateurs, tout ça. Des fois, ils me font découvrir des trucs aussi, tu vois. Mais je sais que je vais pas perdre mon temps, tu vois. S'ils me disent non, n'y va pas, c'est de la merde, Bien sûr. je suis sûr que c'est de la merde. Je les crois sur parole. J'évite de m'infliger certaines choses, tu vois. Et c'est pareil pour les jeux vidéo, du coup. Ça, c'est de la bombe, ça. Ouais, bon, ok, d'accord, ça va. J'irai pas. J'ai pas. C'est un gain de temps. J'ai pas de temps à perdre, tu vois. Parce que le temps est précieux. Très Ouais, précieux. ouais, non, mais complètement. Et parce qu'il y a cette multitude de choix. cette prolifération de choix. Par contre, au niveau des soundtracks, on a quand même, tu vois, des soundtracks en ce moment, c'est Hans Zimmer qui est mis en avant parce que les John Williams, maintenant, il est un peu vieux, il est en train de, je crois qu'il doit faire encore quelques musiques de films, mais il est quand même vieux. Il y avait Jerry Goldsmith qui avait fait la musique de Star Trek, puisque tu sais que je suis très fan de Star Trek, mais pas que, tu vois, il a fait des tas de musiques, de grands films, etc. Ouais. Et ça, c'est des musiques, c'est des compositeurs de musique classique. Et Hans Zimmer, il a une composition de musique classique parce qu'il sait faire aussi des choses un petit peu différentes. C'est du classique et des fois, il arrive à mettre des sons modernes un peu dedans et tout. Mais ça reste quand même, c'est vrai que c'est toujours très agréable d'écouter des compositions de Hans Zimmer. Mais où aller la nouvelle génération, Fred? Oui, mais voilà. Elle est où la nouvelle c'est ce que génération? j'étais en train de penser. Voilà. Ouais. Le meilleur film de tous les temps pour moi, je spoil, Le Bon, la Brute et le Truand. Je peux pas faire de podcast parce que ça va durer 5 heures, mais voilà, vous le savez. Mais Ennio Morricone, Oui. Ouais. un génie absolu. c'est vrai. Ouais. Où ils sont où les John Williams du 21e Hans siècle? Zimmer est plus proche de cette génération, tu vois. C'est un peu le nouveau compositeur, on va Mais dire. il a 65 ans, actuel. Fred. Mais oui, mais c'est vrai. Oui, mais Il est né en 57. non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est des compositeurs qui ont des carrières incroyables, mais comparé à John Williams ou à Jerry Goldsmith, tu vois, c'est un nouveau en comparaison. Ouais. Bon, quand je dis nouveau, Trop pour s'en il garder. fait partie des générations, on va dire, allez, 90, 2000, parce qu'il y a eu tous les Pirates des Caraïbes, c'est vers là qu'on a un peu... Gladiator aussi, ouais. Voilà, Gladiator, tout ça. Ah ouais, Gladiator. Il a encore des belles années devant lui, mais il y en a d'autres, des compositeurs, on va dire, voilà, on peut pas tous les énumérer, mais c'est vrai que il y a quand même comme ça des grands noms comme ça qu'on retient parce que oui, effectivement, il y a une efficacité quand même dans leur composition et même des fois, ils peuvent faire des compositions pour des films qui sont pas si terribles que ça, mais tu te dis mais la musique était chouette. C'est le dernier Tenet que j'ai pas trop accroché. Je me suis dit oh, ok, mais j'ai l'impression que mon nez il m'a perdu, tu vois. Je trouvais pas trop. Bon après là, attendons de voir le prochain film là sur la bombe nucléaire là, justement avec Cillian Murphy là. Il y a eu des images qui sont sorties. On va voir un peu ce que ça va donner. Pour revenir vite fait à Top Gun, on avait parlé, Puish, par exemple, des déclinaisons de jeux vidéo inspirées Justement, de Top Gun. je voulais en parler. Afterburner. Ouais, Afterburner. Carrière Airwing, c'est un jeu magnifique, tu vois, sur arcade. Ouais, sur arcade. Mais pareil, bon là pour le coup,
juste un petit truc, c'est ça que je voulais dire pour la sortie de Top Gun Maverick. Il a quand même boosté les ventes de As Combat 6. Bah voilà. Ouais, quand même. Il y a eu un petit. Bon, le jeu était déjà excellent à la base, mais c'est vrai que une fois qu'il est sorti, ils ont fait une extension Top Gun Maverick pour le jeu avec les avions dans le jeu, quoi, du film. Et mine de rien, ça a boosté les ventes quand même pour Capcom. Pour un jeu qui à la base était déjà excellent. Donc il y a quand même un petit impact, mais c'est vrai que sinon, au niveau des musiques, c'est vrai que dans les films récents, moi j'écoute énormément de musique de films, j'adore ça. Mais dans les films récents, j'essaye pas souvent de récupérer des morceaux ou des albums parce que j'ai entendu une musique vraiment que j'ai envie de réécouter comme ça quand je suis en bagnole ou quand... C'est quand même plus rare que d'anciens thèmes, comme tu disais, où en fait tu pouvais connaître la musique sans avoir vu le film, quoi. Le thème de Terminator, le thème de, bon, évidemment, Star Wars, Rocky, mais il y en a tellement. Rambo, c'est pareil, tu peux... Quand je parlais des musiques, j'ai dit Hans Zimmer, c'est un peu le nouvel, et tu m'as fait rappeler, mais il a 60 ans, et c'est vrai. 65. Moi, j'ai dit, oui, non, mais j'ai dit, mais en fait, c'est vrai, dans les années 90, il a commencé, parce qu'effectivement, les anciens compositeurs, là, dont on parlait, John Williams, Goldsmith, c'était les années 70, tu vois, carrément. Mais le truc, c'est que lui, pour ainsi dire, c'est nouveau, mais déjà, les années 90, tu réfléchis, on est en 2023, mais moi, des fois, j'ai perdu la notion du temps. Mais je moi me dis, aussi, mais Fred, Fred. j'ai Mais moi l'impression que aussi. c'était hier, mais en fait, non, c'était déjà il y a 30 ans, Il y tu a vois. quelques jours, là, je me disais, mais attends, on est en 2022. Non, mec, on est en 2023. J'ai fait quoi? Et La ouais. dernière fois, j'étais chez moi tout seul en mode, tu sais, des fois, tu réfléchis. Bon, et je me rappelais, alors rien à voir, hein, mais parce que c'était la Coupe du Monde, et je me rappelais la Coupe du Monde avec le coup de tête de Zidane et tout sur Materazzi. Et je me rappelle de tout, tu vois, de tous les matchs. Et en 2006, et je me dis, attends, c'était en 2006, mais on est en quelle année? On est en 2020. Mec, j'ai eu presque une crise cardiaque. Je dis, mais ça fait 14 ans. Mais non, si, ça fait 14 piges. J'y croyais pas. Si t'as un ado de 14 ans qui écoute ton podcast, il était encore dans les couilles à son père. T'imagines Il pendant que était pas Zidane né. mettait un coup de tête, il était pas né, tu vois. Et c'est fou. Pour nous, c'était hier, mais eux, il y en a, ils n'existaient pas encore. Je me permets d'avancer un peu dans les thèmes. Ouais. L'impact des films pour les adolescents. Encore une fois, superbe transition. Les Goonies, ça a marqué toute une génération. Est-ce qu'il y a une équivalence aujourd'hui? Il y a un peu Stranger Things quand même, Mais parce qu'il rejoue sur ce côté boomer, justement, pour nous. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais bon, pour le coup, c'est pas mal. Oui, mais ils ont créé de nouveaux personnages et ils ont bien compris l'esprit, la mécanique de ces films-là. Ouais. J'ai envie de te dire, même moi, à la limite, E.T. m'a beaucoup plus impacté encore que les Goonies parce que en fait, ils avaient fait une sortie à l'école de cinéma et on avait été tous voir ce film. Et c'est vrai que j'étais gosse, quoi. Je m'étais pris ça dans la tronche et ça nous avait impacté. Il y avait même des peluches de Itchy, tout ça à l'époque, tu vois. Et alors, ça et les Gremlins aussi. Ah, moi, j'allais dire. J'avais été le voir avec mon père, Gremlins. Et alors, j'étais un petit peu plus âgé à ce moment-là des Gremlins, mais quand même, tu vois, ça m'a vraiment marqué l'imaginaire. Les Goonies, j'ai bien aimé, tu vois, le côté bande de potes et tout, mais j'avais été beaucoup plus impacté avant, tu vois, déjà. Donc, du coup... c'est une question de génération, ouais. Voilà, c'est ça. Parce que déjà, le gamin avec sa lampe torche qui va dans le jardin, il y a comme un truc mystérieux dans le jardin, tu vois. L'extraterrestre, c'est un prétexte, mais au final, c'est t'es avec tes frères et sœurs, tes cousins, tout ça, et tac, il y a un truc dans le jardin, tout ça. C'est un lutin, c'est quoi? Tu vois, ils savent pas. Et franchement, cet imaginaire-là, la force que ça a quand t'es enfant et que tu vois ce film, c'est incroyable. Aujourd'hui encore, c'est fou, hein, mais à chaque fois, je me fais piéger. Ça s'est imprégné dans ma mémoire. Donc, du coup, le côté enfant qui a pleuré à la fin du film, il ressort, il me piège à chaque fois, le film. C'est fou. Les mécaniques, je les connais toutes, et pourtant, à la fin, je peux pas m'empêcher, j'ai une larme qui coule, je me dis, il est trop fort. Ça réactive des choses dans ton cerveau. Ça réactive, exactement, ça réactive totalement ça. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vois, à part peut-être je vais mettre une petite exception, la saga Harry Potter. Ouais, c'est une saga qui a vraiment touché toute une génération. Ouais. La génération Pokémon. Carrément. Hormis ça, tu vois, la dernière fois, je discutais avec des enfants et une des filles me disait, elle doit avoir 11 ans, c'est quoi les 3 films favoris? Et tu sais ce qu'elle me dit? Elle me sort Retour vers le futur. Elle a 11 ans, la petite. Mais elle les a vus à la télé. Elle me dit Retour vers le futur. Mais il est sorti en 85. T'as 11 ans, je sais même pas, t'es né en 2010, c'est ça? 2011? Mais c'est comme nous, quand on était jeunes et qu'on avait vu les films de Sergio Leone, tu vois. Et c'est, tu vois, des trucs plus anciens.
Mais c'est pour te dire qu'on n'est pas des boomers, que c'est faux en fait de se dire ah c'était mieux avant. Ouais, Non, mais ça, même c'est les quand jeunes d'aujourd'hui ouais. le disent en fait. Mais ça me dérange pas, moi, ce terme boomer, c'est bon, c'est taquin, bon. Je pense que c'est galvaudé parce que regarde la preuve. C'est normal aussi que les jeunes ils aient des nouvelles références, des choses à eux, tu vois, de leur génération, des choses qui leur parlent. Néanmoins, déjà à mon époque, quand on était jeune, justement, il y avait des trucs plus anciens que j'aimais bien, tu vois. Pour te donner un ordre d'idée, il y avait des fois des films qui passaient à la télé, les Don Camillo avec Fernandel. Fernandel. Mais j'aimais bien, ça me faisait rire et tout ça, c'était génial. Et tu vois, c'est des trucs que j'étais gosse, je voyais, c'était des vieux films pour l'époque déjà. Et aujourd'hui, ben, tu as des gens qui regardent des vieux films comme Retour vers le futur, des jeunes, et ils aiment, et c'est normal, tu vois. Et du coup, ça va forger aussi leur imaginaire. Mais c'est normal aussi qu'ils aient des choses de leur génération auxquelles se raccrocher. Après, c'est pas forcément toutes les marveleries, parce qu'effectivement, en ce moment, c'est un petit peu la mode. Ça fait un moment que c'est la mode malheureusement. Mais il y a énormément d'influences, même je pense dans les animés, tout ça. Je voyais à un moment donné, j'avais vu qu'il y avait, alors ça c'était pour les gamins peut-être qui sont plus jeunes, ils regardaient des dessins animés, mais ça remonte à peut-être 5 ans en arrière, des dessins animés qui s'appelaient les Pyjamax. Et c'est un truc à eux, tu vois. Moi, ça m'a fait marrer quand j'ai découvert qu'il y a des gosses qui regardaient ça, tu vois, les enfants de mes amis, tout ça. Et je dis, ah voilà, d'accord, moi, j'aurais été jeune, ça aurait été Casimir, tu vois, ça aurait été, voilà, tu vois. Mais c'est plus leur génération, ça, c'est des trucs vieux. Peut-être ils peuvent tomber dessus au détour d'une chaîne qu'ils vont zapper, tout ça. Mais ils avaient donc leurs propres animés. Et tu vois, j'avais regardé un peu, j'ai dit, je vais regarder un peu. Et j'ai compris pourquoi ça leur plaisait. Parce qu'il y avait quand même l'esprit de choses qu'on aimait bien quand on était enfant. C'est-à-dire, il y avait un côté de camaraderie entre les personnages. D'accord. L'aventure, tout ça. Et les dessins animés sont construits sur des petites fables morales. Tu dois partager avec tes amis. Des valeurs, bien sûr. Tu dois pas voler tu vois, tu dois pas voler le ballon de trucs, machin. Et voilà, des bêtises comme ça, mais qui font. Il y a un côté éducatif. C'est universel, en fait. C'est des valeurs C'est universelles et intemporelles. Ça, voilà. Et du coup, c'est un peu ça aussi ce que nous on attend à notre âge, à nous, quand on est adulte, quand on va voir un film, c'est qu'il y a du sens. Que ce soit pas juste un déluge d'effets spéciaux et de conneries, tu vois. Il y en a, ils sont allés voir le dernier Marvel, ils m'ont dit, moi sur le coup, je croyais que ça allait être bien, le Quantum, machin. Et Tommy, il m'a dit, non, malheureux, n'y va pas, j'ai amené mes enfants, oh là là, ah là, il a dit, non mais, et c'est parce qu'en fait, il m'a dit, mais c'est complètement con, tu vois, et vide. Et voilà. Et donc, je veux dire, à un moment donné, qu'il fasse un effort en termes de scénario, il dit, bon, c'est pour les petits et les grands, on va faire un film familial, mais donner quelque chose, de la matière. Donner du sens aux choses, bien sûr. Voilà, du sens, enrichissez les personnages et donner du sens. Et en fait, il n'y a pas de sens. Dans Retour vers le futur, ils aiment Retour vers le futur parce qu'il y a du sens dans Retour vers le futur. Carrément. Et puis même, le personnage de Marty, il est extrêmement attachant, il est très humain. Ouais. Il y a une caractérisation, il y a un travail sur le personnage. C'est pour ça qu'effectivement, là aussi, il rencontre un succès, peu importe en fait la génération. En réalité, nous, on est bloqué un peu dans ce truc de... En fait, on compartimente, tu sais, les années en se disant, bon là, ça, lui, il est de 90, lui, il est de 2000. Les jeunes, aujourd'hui, ils se disent, oh, t'as un quoi? Oh, moi, je suis un 92. Oh, moi, je suis un 2002. En réalité, en fait, un enfant, psychologiquement parlant, c'est la même conception, un enfant, biologiquement parlant, que ce soit un jeune des années 80 ou un jeune des années 2000. C'est-à-dire que si tu le mets dans une espèce de vaste clos, tu vois, t'imagines que tu mets un enfant dans une résidence, je sais pas, au fond des Alpes, et tu lui dis pas dans quelle année on est, et tu lui montres, tu vois, ces pépites de films. Et quand il va regarder les autres, il va jamais se dire ah non, moi je préfère les Marvel que Retour vers le futur. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il aura pas comme ça de. C'est juste qu'aujourd'hui nous on est conditionnés en disant ah ça c'est des trucs à l'ancienne, bah forcément ça doit être moins bien. Moi j'ai des amis, ils ont des enfants aujourd'hui, ils font jouer à leurs enfants à des jeux Super Nintendo. Les jeunes ils s'éclatent, tu vois, ils jouent à Mario Kart, ils jouent à Mario et à n'importe quel. Ils se disent pas oh non papa j'ai pas la PS5, j'ai pas le dernier. Je sais pas, Combat ou le dernier Spider-Man, je m'éclate pas. Au contraire, tu vois, ils kiffent ce que tu leur donnes. Alors, ça, il y a des limites, hein, parce que moi, je me souviens, j'avais l'Atari 2600, c'était nul. Hein. C'était vraiment pourri, les gars. Hein. Je me souviens, j'avais Space Invaders, graphiquement, c'était tout claqué. Et encore, c'est un des meilleurs.
Quand j'ai eu la Master System, j'ai commencé à plus apprécier. Et encore, c'est un des meilleurs. Et t'avais un jeu de boxe, il était immonde, il y avait 3 pixels. Et à cet âge-là, je m'en rendais compte. Je me disais, mais Ouais, c'est ouais. nul en fait. J'ai un bouton, c'est nul. Et à partir de la Master System, et moi j'avais, tu sais, l'exemple avec les arcades, où je regardais les arcades, pour moi c'était l'île au trésor. Ah ouais. Ouais. Il n'y a aucun mot, tu vois, quand j'allais dans une salle d'arcade, j'étais ébloui. Je regardais la comparaison avec moi, ce que j'avais à la maison, je trouvais que c'était nul. Après, la Master System, ça a augmenté le level. La Super Nintendo, alors là, comme toute une génération, c'était Ah ouais. extraordinaire. Et après, PlayStation 1, PlayStation 2, jusqu'à aujourd'hui, la PlayStation 5. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu Mm. dis parce que je me permets juste de rebondir parce que la salle d'arcade, c'est l'équivalent du cinéma pour les jeux vidéo, quoi. À l'époque, C'est le vidéoclub, t'a- exactement. t'allais dans la salle d'arcade, mais tu rêvais, quoi. Tu voyais les jeux Neo Geo, les jeux de tir avec les pistolets et tout, les bornes Afterburner. Moi, je me souviens, c'est le premier jeu d'arcade que j'ai fait quand j'étais gamin. Je suis rentré dans une borne Afterburner, mais je me suis cru dans un cockpit d'avion, quoi. Ça faisait rêver, mais totalement. Tu rentrais dans la voiture, dans Outrun. Ah, ça aussi, Outrun avec la voiture. Les salles d'arcade, elles ont remplacé tu sais, Les flippers, des trucs de manège, là, les manèges où tu avais. les foires, tu veux dire? La foire, là, les foires, foires du les trucs trône. comme ça, un peu, voilà, c'est ça, où en fait, tu as des tourniquets, des manèges, des trucs, Ouais. tu payes. Un endroit où vont se retrouver les gosses, les jeunes et les moins jeunes pour pouvoir se défouler, jouer. C'est des lieux de rencontre, tu vois. Dans les années 2000, je me souviens, premier, voilà, 98, 99, vraiment, cette époque-là, pour moi, elle est très spéciale. Entre 96 et 2000, on va dire. Je me souviens, j'allais dans des salles d'arcade à Châtelet-Les-Halles. Les gens qui connaissent, ils savent que c'est vraiment un endroit névralgique où tu avais vraiment plusieurs salles d'arcade sur place. Je me souviens, comme si c'était hier, là aussi, on jouait à Street Fighter Alpha. D'ailleurs, tu avais fait une petite review dessus. Ouais. Je me souviens, tu avais des mecs en costume, Fred. En costume, ils venaient d'arrêter le taf et c'était leur moment de divertissement, tu vois. Et ils avaient encore la cravate et tout, la chemise. Et ils mettaient des pièces de 5 francs, 10 francs et ils s'éclataient sur Street Fighter. J'ai vu de mes yeux. Et pour moi, c'était des darons, tu vois. Je regardais, je disais, mais putain, les mecs, en fait, ils avaient 25 ans. Ouais. Des gros doigts. Je me disais, putain, mais les mecs, c'était darons, ils jouaient à ça. Mais ils kiffaient, tu vois. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. Ouais. J'aime bien télécharger des trucs, les avoir en dématérialisé, mais des fois sur certaines œuvres, je me dis je préfère avoir l'objet à la maison. Je ne peux pas avoir non plus transformé mon appartement en DVD tech, tu vois, mais il y a des trucs, des classiques, je me dis tiens ça, je dois l'avoir dans ma DVD tech, tu vois, voilà. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, pour vous dire, je suis pas du tout nostalgique de l'époque des VHS. Je sais qu'il y en a qui font un peu leur fond de commerce. Moi non plus, ouais, non plus. Moi, pas du tout. C'est-à-dire que la VHS, pour moi, c'était vraiment pas un support intéressant. Je me souviens, ça se bloquait tout le temps dans le magnétoscope. Ça a fait son temps. L'image, elle était dégueulasse. Moi, si je peux raconter une anecdote par rapport à ça, moi, je suis un énorme collectionneur, hein. Moi, j'ai commencé avec les VHS, les jeux Mega Drive. C'est vrai que pour les jeux vidéo, aujourd'hui, vu les supports physiques, ils servent plus à rien. Et vu la pléthore de jeux qu'on peut avoir sur PC, de tous les supports en émulation, donc bon, les jeux vidéo, j'ai arrêté. Par contre, ce qui est vrai, je me souviens, j'avais une grosse collection de cassettes. J'en avais vraiment beaucoup. Et au passage au DVD, je me suis acheté un PC avec un lecteur DVD. Et j'achète mon premier DVD, donc j'ai pris Rambo 2 directement. Je rentre à la maison, je mets le DVD. Quand j'ai vu la qualité de l'image, je me souviens, le lendemain même, j'ai foncé à la trocante du coin pour vendre toutes mes cassettes. Et ça me faisait chier, hein. C'est un peu ce qu'on a à peu près tous fait. Moi, c'est pareil, il y a plein de VHS que j'avais viré, quoi, et j'avais donné même, je vois. Après, il y a des VHS très rares qui sont devenus des objets fétichistes. Ouais, c'est plus la boîte et tout ça. Parce qu'il n'y avait pas d'autres supports disponibles. Pourquoi ? Ouais. Parce que quand tu regardes, déjà, c'est encombrant. Je trouve qu'une cassette, c'est moche. Enfin, c'est gros. T'en mets 15, t'as déjà plus de place dans un coin. Ouais. L'autre problème, c'est que comme j'étais en train de dire, il fallait des magnétoscopes avec 2-3 têtes. Les jeunes qui nous écoutent, ils peuvent pas savoir ce que c'est. Mais sinon, t'avais la bobine, en fait, la bande magnétique qui se bloquait. Alors, tu ressortais le truc. Il fallait à ce moment-là la remettre avec un crayon. Et puis après, quand tu remettais ton film, t'avais le moment où tu sais, t'as la bande magnétique qui s'est effritée. Bah là, t'avais l'image qui était encore plus dégueulasse. Ouais. T'appuyais sur pause. T'avais une image figée, mais qui était en biais. T'avais les copies en noir et blanc avec la couleur qui sautait, putain. Mais c'était vraiment dégueulasse. Ouais. Et la première fois que j'ai eu un lecteur DVD, c'est par le biais, encore une fois, de la PlayStation 2. Là aussi, ils sont encore toujours innovants, tu vois. Et je me souviens, j'avais mis un DVD pour la première fois. Je me rappelle, le premier,
c'était Sex Intention, parce que j'étais fan de films d'ado, de teen movie et tout, de l'époque, Buffy contre les vampires et tout. Ah bah, c'est l'époque, hein. Ouais. Je pète un câble sur la qualité. Pourtant, Ah ouais. j'avais un petit, vous savez, ça n'existe plus maintenant, c'était les Ouais, ouais, ouais. J'en avais, ouais. combos télé VHS. Donc, tu avais une petite VHS, tu avais la télé et j'avais branché la PlayStation 2 en Péritel, hein, pas d'HDMI, pas de signal. Donc, je branche ça et je regarde la qualité, mais je pète un câble. Ah ouais. J'appuie pause, c'est une image figée, mais une image quoi, hyper nette. Pareil, moi aussi, j'ai pause, je faisais des fonds d'écran. J'ai dit, putain, l'image, elle est trop belle. Et je pouvais aller, par exemple, à un moment du film, hop, chapitrage. Il y avait des bonus sur les VHS, tu étais obligé de faire stop, t'appuyais avance, t'attendais 5 secondes, ça faisait. Puis t'avais la VO aussi. Dégueulasse. T'avais les pistes audio, t'avais le making-of, t'avais les commentaires audio. Pour moi, c'était réellement une révolution. Et la preuve, encore aujourd'hui, les DVD, c'est toujours d'actualité. Alors aujourd'hui, à contrario, ce qui fait plaisir quand même, c'est tout ce qui est Blu-ray 4K. Ils font, et même les Blu-ray tout court, il y a quand même de plus en plus de belles rééditions. On parlait du Pacte des loups. Il y a de plus en plus, pour les collectionneurs, moi personnellement je suis un collectionneur, donc j'aime bien les belles boîtes et compagnie. Et c'est vrai qu'ils font quand même, à ce niveau-là par contre, c'est vrai que c'est mieux qu'avant. Parce qu'on a quand même, les films ont vraiment de belles restaurés. éditions. Ils sont restaurés. Ils sont restaurés à partir de la pellicule de la négative d'origine. Et ils sont réétalonnés et tout. Ah, tu redécouvres, hein. Moi, je redécouvre des films. Hein. Mais genre, par exemple, typiquement, le Pacte des loups en 4K, il est splendide. Il est sublime. Le Soldat Ryan, pareil, il est incroyable en 4K. Il y a plein de films comme ça. Vraiment, la restauration. Alors, il y a déjà eu aussi au niveau du Blu-ray, hein, c'est pas la question. Il y avait déjà eu de magnifiques Blu-ray. Mais ça, en plus, ils font des packaging vraiment beaux. Et pour ceux qui sont vraiment fans de certains films, c'est vraiment cool. Non, je suis tout à fait d'accord, ouais, carrément. Mais pour vous, maintenant, est-ce que vous pensez que la salle de cinéma, elle va tendre à disparaître avec justement l'avènement des plateformes? Non, je pense pas. Non. Il y aura des salles de cinéma, mais c'est un peu comme si tu vas au musée, tu vois. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont c'est chaud. qui vont préférer la sécurité des plateformes. Il y avait eu des violences au cinéma par rapport à une projection de... Bon, je dis pas que c'est quelque chose de récurrent. Voilà, Creed, c'est pas un truc récurrent, mais il y a eu des trucs qui s'étaient passés dans des stades de foot aussi. Bon, voilà. Et du coup, les plateformes, quelque part, c'est rassurant. Les gens disent, bon, mes enfants sont pas en danger, ils sont là, ils regardent, ils font venir les copains, les copines à la maison, et ils se font genre des trucs, tu vois, en petit comité. Comme à l'époque, quand on jouait aux consoles, il y en avait un pote, il avait une console, et on était tous chez lui calés, et puis on faisait tourner la manette dès que l'un perdait, tac, et on faisait des tournois comme ça, et on s'éclatait, tu vois. Et ben, il y a un peu ça. Maintenant, peut-être qu'il y a des jeunes, t'as vu, j'ai Netflix, machin, toi, moi j'ai ça. Ben attends, viens chez moi, et puis tac, et puis ils vont regarder un truc, ou ils vont jouer à la console et tout. Mais ils iront quand même, je pense, encore au cinéma. Mais si les cinémas, si les salles de cinéma, ils veulent remplir les salles de cinéma, il faut qu'ils nous fassent des spectacles un peu comme, désolé, hein, mais Avatar 2, tu vois, même si on n'aime pas forcément l'histoire, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont critiqué, mais n'empêche, tu vas avoir un spectacle de cinéma, tu vois. Mais c'est un tu vas au cinéma pour regarder un spectacle. Si c'est pour voir des films un peu, je dis pas qu'il en faut pas des films intimistes, tu peux regarder ça à la télévision chez toi. Si tu te déplaces en salle, c'est pour vivre une expérience que tu ne peux voir nulle part ailleurs. Un truc en 3D, un truc, et je pense que c'est ça, cette expérience-là, qui va faire aussi qu'on fait communion, tu vois, on va tous dans une salle, on est là, on applaudit, tu vois, on vit tu vois, on va rire, on vit un peu, on participe, tu vois, un peu à la vie. Une expérience voilà, collective. c'est ça, une expérience collective. Et pour que ça reste une expérience collective, il faut qu'ils fassent des... Il n'y a pas des connards qui regardent leur téléphone. Non, parce que ça aussi, ça c'est chiant. Parce ça que fait partie de l'expérience. Ça, c'est l'expérience interdite avec. Ouais. C'est pas ce qui s'est passé dans la salle avec Creed, mais si t'as des connards qui regardent leur téléphone dans une salle où les mecs viennent pour voir un film de bagarre, tu vois, et que bon, peut-être qu'ils sont un peu moins patients que celui qui vient avec ses enfants regarder un truc de pour enfants, tu vois. Peut-être que celui-là, il va te tarter la gueule, il va dire ferme ton portable une fois, je te le dirai pas deux fois. Bon, parce qu'il paraît qu'il y a eu des débordements par rapport à ça. Je dis pas qu'il faut le faire, mais c'est peut-être plus rassurant pour les gens de se dire bon, mais écoute, au moins en sécurité à la maison, tu vois. Je pense que c'est le résultat d'une surmédiatisation. Aujourd'hui, quoi qu'il se passe, le moindre chose, tu vois, je pense que c'est peut-être plus des actes isolés. Après, j'en sais pas plus, mais
En réalité, moi, je pense qu'à l'époque de Warriors, tu vois, qui est sorti au cinéma, il a dû se passer des choses aussi, tu vois, dans les salles. À la sortie, ça devait être chaud. Moi, je travaille dans la sécurité. Et donc, j'ai bossé dans des salles de cinéma dans les années 2000, entre 2002 et 2003, 2005. Bon, pas longtemps, mais j'ai fait à peu près 1 an, 2 ans dans les cinémas. Et à l'époque, tu avais le droit à l'agent de sécurité. Il tournait dans les salles. Et si quelqu'un avait son téléphone portable pendant que la séance démarrait, tu allais gentiment, tu disais veuillez éteindre votre portable. Quelqu'un qui fume, tu vois. Le fait qu'il y ait une présence, ça limitait Ça dissuade. les débordements. Parce que des fois, on nous disait là, dans cette salle, il va y avoir un film de jeunes, tout ça. Surveille. Et c'était justement pour prévenir, faire de la prévention. Ce qui fait que il y avait jamais, ça explosait jamais comme ça. Pour que ça explose, il a fallu laisser la salle livrée à elle-même, qui est aucune instance de régulation. Moi, je te le dis, c'est la faute entière des dirigeants du cinéma. Ils avaient qu'à foutre un agent de sécurité qui tourne dans les salles, qui regarde, tu vois, et là, tu verras que les gens, ils rentrent dans les rangs. Quand tu as quelqu'un qui vient, qui dit éteignez votre portable, veuillez lever les pieds du siège, les gens le font, tu vois, même quand ça m'est arrivé, des jeunes, tu vois, ils sont là, ils ont un pétard, tu vas fumer ton pétard dehors, tu reviens après, ou tu l'éteins. Ils écoutent. Mais s'il y a personne, ça va monter, il suffit qu'il y en ait un qui se dispute, ça monte, aucune instance de régulation, et à un moment donné, ça explose. Tu vois, tout ça, c'est logique. Tu me fais rappeler une petite anecdote qui était due justement au Covid. Je me souviens. Je me souviens. Alors, du coup, là, c'était. Tu sais, il y a des gens qui laissent leur masque et dès que la lumière s'éteint, ils l'enlèvent, tu vois. Et ça, c'est grave relou aussi. Et ça, c'est pas que des jeunes en vérité, tu vois. C'était vraiment le moment, tu sais, où tu pouvais revivre un peu, retourner dans les salles de cinéma. Et il y avait un mec, il éternuait 1-2 fois et t'as les gens qui le regardaient. Limite, on voulait se déplacer, tu sais, En fait, on sortait du film. On sortait du film parce qu'on avait peur. On se disait, putain, je vais pas me faire contaminer en plus pour un film tout pourri, tu vois. Parce que on a vécu un truc de fou. La paranoïa. Mais ouais, mais complètement. Tu mets le doigt sur un truc intéressant parce qu'en fait, c'est ça, ce phénomène de paranoïa, de peur, qu'elle ce soit d'une maladie ou d'une violence quelconque, que les gens vont dire, oh ben écoute, flemme, je reste à la maison, regarde, on est en famille, on regarde un film, on a l'abonnement à la chaîne de streaming, ou on peut même le télécharger sur Internet, ou alors l'autre est allé l'acheter à la Fnac et tout ça. Et tu vois, du coup, oui, forcément, les salles de cinéma vont en pâtir de ça, mais c'est pour ça que, par contre, les gens vont se déplacer en masse quand il va y avoir un spectacle un peu original. Et c'est ça, du coup, avec l'avancée des nouvelles technologies, le cinéma est obligé de proposer quelque chose de supérieur, d'un truc un peu inédit, qu'il n'y a que au cinéma qu'on peut le voir. Moi, je pense quand tu me parles de ça, moi, je pense à la 4DX. Moi, j'ai découvert Top Gun Maverick, deuxième projection, et j'ai vraiment beaucoup aimé en 4DX. Mmh. Et là, pour le coup, j'étais vraiment époustouflé par la valeur ajoutée que proposait justement cette expérience qui était vraiment immersive, où tu avais les sièges qui bougeaient, tu avais des choses, du vent, des trucs, de l'eau. Enfin, c'était assez impressionnant, hein, vraiment. Hein. C'est pas un parc d'attractions, mais quand même, tu vivais le film encore autrement. Alors du coup, ouais, selon le film que tu vas voir, tu peux ressortir trempé. Non, pas en pleine tempête, le film, tu sais, le mec qui va voir ça, il dit ok. Attends, on y va, vas-y avec une bouteille de plongée. Quand t'avais le MiG là, tu sais, qui s'envolait, t'avais vraiment cet effet de vent, c'était impressionnant, hein, vraiment. Ouais, mais bien sûr. Après, c'est vrai que ces salles-là qui peuvent te proposer des expériences qui peuvent s'y prêter par rapport à des films comme Maverick, par exemple, ou alors, des trucs en 3D, mais qui ont été vraiment, comme Avatar, c'est une 3D très particulière, avec vraiment, c'est des films qui ont coûté très cher. On va pas exiger à ce qu'ils nous fassent que des films comme ça et extrêmement chers, mais comme je dis, que ce soit une expérience un petit peu inédite que tu ne peux voir qu'au cinéma dans certaines conditions. Donc la 3D, ça peut s'y prêter, mais il peut y avoir tout un tas d'autres choses, un peu de déclinaison. Après, c'est à eux aussi de faire preuve d'imagination, de faire des propositions intéressantes, tu vois, les producteurs de cinéma. On parlait de certains films un peu cultes qu'on avait envie d'avoir en DVD. Puis il y en a d'autres, tu te dis, flemme, je vais le télécharger, ça, tu vois. Après, il suffit aussi de trouver son public pour des artistes. Mais certains films vont plus fédérer que d'autres quand même, tu vois. Et c'est ça, se déplacer au cinéma, c'est quand même pour voir quelque chose
d'un peu d'inédit qui te fait rêver aussi. Et si c'est pour voir des trucs que tu peux voir à la télévision ou en streaming, les gens ils vont préférer le voir à la télévision ou en streaming, tu vois. C'est aussi simple que ça. Donc je sais pas si le cinéma va disparaître, mais j'ai l'impression qu'on sera plus comme aller au musée. Il y en aura peut-être un peu moins, il y en aura quelques-uns. Le cinéma, ils seront plus rares. Avec le temps, hein, dans le futur, à moins qu'on ait d'autres expériences holographiques, tu vois. On ne sait pas, hein, une nouvelle technologie, jusqu'où ça peut aller dans l'avenir. Tu vois, Marty McFly, s'il se téléporte en 2050, hein, il rentre dans une salle de cinéma et c'est une espèce de holodeck et puis tu vis carrément un film en 3D autour de toi. C'est possible, on ne sait pas hein, ce qui peut se passer dans l'avenir. Après, ils ont le pouvoir de proposer des choses, mais il faut aussi avoir le pouvoir d'achat. Ouais, mais c'est sûr, ouais. Justement, j'allais le dire tout ça. Je pense que le cinéma va pas mourir. Par contre, il est très mal au point, ça c'est sûr. Il y a eu le Covid. Il y a forcément, c'est très très cher. On se tape, et puis surtout la production, on se tape que des merdes. Moi, j'ai eu des exemples même autour de moi, hein, des mecs qui sont venus, ils sont allés avec leur famille voir un film. Ils me disent putain, mais on est ressorti 60 balles pour aller voir une bouse. Enfin voilà quoi. Et en gros, j'y retourne pas de sitôt. C'est vrai que en fait, moi je pense que le cinéma, en fait, ça ne tient qu'à la production finalement et au fait qu'on ne peut voir le film que au cinéma. C'est-à-dire, c'est sûr que avec le raccourcissement c'est-à-dire maintenant un film quand il sort, je crois 4 mois après, il sort en Blu-ray. Donc t'as le gars, s'il est pas sûr, il va attendre ou après et je parle même pas des copies ou des trucs pirates sur internet, des fois c'est quelques jours après. Mais ce que je veux dire, c'est le délai s'est raccourci de plus en plus, c'est tout de suite disponible parfois sur des plateformes de streaming. Donc c'est sûr qu'avec tous ces éléments-là, le cinéma va continuer à être mal au point. Et en plus, la production est merdique. Non, j'allais dire, tu vois, moi, ça me fait penser, mon père, par exemple, quand il m'expliquait que les films qu'ils allaient voir à l'époque au cinéma, c'était genre Bénure, tu vois. Et ils étaient des écrans de cinéma. Alors, c'était pas de la 3D, mais Laurence c'était des d'Arabie, écrans... Laurence d'Arabie, C'était, frère. voilà, Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, ouais. Des épopées de ouf. Tu vois, c'était des écrans de cinéma qui étaient beaucoup plus grands que les nôtres. Ça s'enroulait un peu autour de la salle. Et il me disait, alors, cinémascope, machin et tout. C'est ça qu'il faut qu'il fasse, en fait. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, il va sortir en DVD, mais je veux le voir sur un grand écran, ce truc. Il m'envoie du rêve. Il y a des paysages, il y a des... Ouais. Et voilà. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Tout simplement, quoi. Du spectacle. Pas que du divertissement, parce que du divertissement, tu te mets à la télévision, tu écoutes des sketchs, tu te marres, voilà. Donc, il faut, donc c'est pour ça, ils sont pas obligés de faire que des films en 3D, mais faites-nous des trucs, déjà, repensez les écrans de cinéma, faites quelque chose où c'est comme du cinémascope qui s'enroule un petit peu autour de la salle. C'est pour ça que toi, tu disais ton expérience de Maverick, ça te donne un peu cette impression-là, tu vois, parce que dans la salle, tu as le siège qui bouge, mais tu as aussi d'autres écrans un peu sur les côtés, tu sais. Ça renforce l'immersion, ouais, tout à fait. Voilà, ça renforce l'immersion. C'est des choses comme ça, des choses où tu te dis, il n'y a qu'au cinéma que je pourrais vraiment apprécier ce film-là. Mais après, malgré tout, je pense que le cœur du truc, c'est quand même les bons films. Quand il y a un bon film qui sort, les gens vont le voir. Ça, on peut faire ce qu'on veut, technologie ou pas. Quand il y a vraiment des bons films, les gens se déplacent. Oui, ils se déplacent, ils se disent, je veux le voir tout de suite. Voilà, je veux le voir tout de suite, sorte, je veux le voir au cinéma. Et ça, je pense que c'est aussi ça qui montre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films, mais il y a aussi beaucoup de films moyens, voire mauvais, quoi. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les gens retournent en masse dans les salles. Déjà, comme vous dites, là, je suis tout à fait d'accord, c'est la qualité intrinsèque du film. Depuis quelques années, je trouve qu'il y a quelque chose qui est mis en place par différentes salles de cinéma, la possibilité de revoir des grands classiques. Et ça, je trouve que c'est génial. Ça, c'est et en bien, plus, ça. À des tarifs beaucoup plus intéressants, qui sont en plus quelquefois restaurés en 4K. Ouais. J'avais jamais vu Le Parrain et je l'ai vu récemment au Moi cinéma. aussi, pareil, je les avais jamais vus. C'est énorme, tu vois. Mais ça, c'est une bonne idée. Hein. Et ben voilà, je pense que ce genre d'initiative, de proposition,
ça va permettre quand même de continuer à, tu vois, à avoir un petit peu un taux d'entrée quand même un peu constant. Avant, ça s'appelait le ciné-club, en fait. Tu vois, dans une Oui, salle, ils allaient te ressortir un vieux classique. c'est Et vrai. puis, du coup, ça permettait à des gens de redécouvrir un truc qu'ils n'avaient pas vu. Puis, ils se disent, ah tiens, en plus, c'est au cinéma. Bah, tiens, voilà. Mais la Et qualité du ouais, ciné-club, bien c'était sûr, pas la même de ton cinéma de quartier, c'est quand même pas celle d'un Pathé ou d'un UGC quand même. Et là, aujourd'hui, Mm, tu le vois ça. Et je trouve que mm, c'est quand même mm. intéressant comme initiative. Après, je pense qu'une des clés aussi, après, c'est juste mon avis, mais c'est aussi l'éducation des gens. Et ça, c'est compliqué parce que tu disais, voilà, il faut leur offrir un spectacle immersif, des belles images. Mais si les jeunes d'aujourd'hui, ils sont là et ils se contentent de regarder des films sur leur smartphone, ça va être compliqué en fait de leur donner envie de découvrir quelque chose, Ça, c'est vrai. d'attirer leur curiosité. Ouais, mais je pense que quand même, quelqu'un qui a justement l'habitude de regarder, admettons, des films sur son smartphone, un jeune d'aujourd'hui, et Ou du sur coup, leur il va ordi, très peu au hein. Je vois cinéma. beaucoup de gens aussi comme ça qui regardent sur des C'est ordis, tu vrai, vois. mais le jour où lui, tu le mènes dans une salle de cinéma pour regarder vraiment un truc spectaculaire, il va la voir, la différence. Ouais, Et je il va pense, ouais, comprendre, c'est il va vrai. comprendre quel est l'intérêt d'aller voir un film au cinéma. Mais il faut quelqu'un qui lui donne envie. Donc ça peut être un film, ça peut être quelque chose. Ça peut se dire, ah tiens, je suis avec une meuf, vas-y, je vais aller regarder le tel film parce que je vais la ramener au Alors cinéma. Et en ça, fait, il va se oui, rendre compte de aussi, la force. ça peut être un bon... Mais justement, ça, c'est un bon argument aussi. Le fait de... Non mais oui, c'est ça, pour pécho des meufs, la séance de cinéma, ça fonctionne encore, tu vois. Un petit McDo, Un petit KFC. Mais en un tout petit cas, KFC, voilà, un petit KFC, peu importe, tu vois, et un cinéma, et puis elle est juste à côté, tu peux l'emballer, tu vois, hop. non, mais le but, c'est qu'il redécouvre le cinéma. Surtout. Oui, mais aussi par la même occasion, tu vois, et il va se fabriquer de bons souvenirs aussi par la même occasion. Je vais vous sortir une anecdote, moi, qui m'avait, j'avais écouté un podcast, une interview d'un projectionniste français qui avait fait le tour de plusieurs pays. Et apparemment, c'était quelqu'un qui avait vraiment du bagage, qui connaissait très bien son métier, qui avait une véritable expérience dans le travail de projectionniste. Et il était sollicité de part et d'autre dans plusieurs pays. Et notamment, là, l'exemple que je vais vous donner, c'est dans un pays d'Europe. Donc, c'était la Yougoslavie, donc l'ex-Yougoslavie qui comprenait la Serbie et le Monténégro. Donc, je crois que c'était dans les années 80, justement. Et donc, il raconte dans le podcast, il dit, je suis dans la salle, et là, il y avait une scène de combat, de baston. Les spectateurs étaient vraiment enjoués, enthousiastes, tu sais, ils tapaient dans les mains, il y avait de l'ambiance et tout. Ils avaient vraiment kiffé la scène de combat en question. Et il raconte, juste après la scène, la séquence de fight, plus rien. Écran noir. Personne ne dit rien, tu vois, pas un mot. Tu sais, les gens, ils étaient à fond dans le truc, et tout le monde est calme. Et en fait, ce qui s'est passé, il y avait cette habitude de prendre la pellicule, de retourner l'extrait du film pour remettre la séquence quand le projectionniste entendait que les gens avaient kiffé le moment. Euh, c'est fou. Ça, c'est incroyable. Ah ben non, ouais, ça te sort complètement du film, tu sais. Ouais, grave. En fait, il est en VHS, le mec, dans sa tête, tu vois. Ouais. Il fait retour rapide, C'est ça. il fait patienter le public. Et c'est ça qui est intéressant quand tu voyages, tu peux voir comment les gens vivent différemment le cinéma. Je pense qu'on est tous un peu nostalgiques des vidéoclubs. C'était Ouais. l'équivalent des salles d'arcade pour les jeux vidéo. Mais maintenant, il faut se dire aussi qu'à l'époque, c'était un rêve aussi d'avoir un Netflix. Parce qu'avant, quand c'était fermé, c'était mort. Tu devais payer un retard, genre 10 balles, 15 francs et tout. Et après, ils avaient lancé le truc, je sais pas si vous avez sûrement dû l'avoir, le guichet automatique. Et donc, du coup, tu peux ramener la cassette. Et Ah ouais, après, ouais. alors le truc en plus, c'était carrément, tu avais un écran et tu pouvais prendre la cassette aux heures que tu voulais. Mais après, les vidéoclubs, après, ça a été un peu la fin des vidéoclubs, ça, parce qu'en fait, Voilà, c'était la fin. il était plus ouvert de temps en temps. Il y avait il venait que très rarement, les gens se servaient aux distributeurs. Puis même, surtout, il y a eu Internet, quoi. On pianotait comme ça, je sais pas comment on dit, mais on choisissait son film sur l'écran et on regardait les jaquettes et on se disait, mais imagine si on appuie dessus et t'as le film qui se lance. Ouais, ouais. En fait, c'était Netflix. Mais pour nous, c'était un rêve. L'être humain, tu sais comment il est toujours... Il est jamais content. il est jamais content. Enfin, tu vois, il est toujours un peu ingrat, tu vois. Il a quelque chose, à cette époque-là, ça aurait été le rêve en 2002, 2003. Tu me dis quoi? Mais je suis chez moi, je regarde un film en haute qualité comme ça sur ma télé. Mais c'est le rêve absolu. J'ai pas besoin de me déplacer, j'ai pas besoin de laisser un chèque de caution. Parce que c'était relou de rendre la cassette. On se rappelle de tout ça. Il fallait rendre la cassette, sinon t'avais du retard. T'avais pas de voiture, tu prenais le bus. C'était une galère, quoi. L'être humain, il est jamais satisfait, quoi. C'est comme ça, hein, c'est notre nature. Hein.
Après, c'est ce qui s'est passé un peu avec l'arrivée d'Internet, quoi. Quand j'ai acheté mon PC, j'avais donc le lecteur DVD. Et j'ai eu, un an après, ma connexion Internet. J'ai tanné mes parents pour l'avoir. Et à ce moment-là, je vois qu'on peut télécharger des films qui viennent de partout. Et j'ai commencé à télécharger des tonnes de films japonais, asiatiques. Après, tu cherchais les sites pour avoir des sous-titres en anglais, plus ou moins. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Mais ça, c'était un rêve. C'est-à-dire, j'allais sur les sites où je prenais le Mad Movies ou les magazines que je lisais, je cherchais les films et je pouvais les trouver sur Internet alors qu'ils existaient même pas chez nous. Alors, ils existaient dans des vieilles VHS qu'on trouvait pas. Et ça, c'était un peu la galère parce qu'il fallait télécharger 5 fois, peut-être. C'était quand même un rêve, ça. Tu récupérais des films comme ça. C'était aussi le début. Ça, c'était un truc de fou quand même. Les débuts, entre guillemets, du piratage et de ça. C'était Emule. Ouais, c'est ça. Emule, ouais, voilà. Casa, Emule et toutes ces conneries-là. C'était le peer-to-peer, c'était du peer-to-peer. Mais disons que ça, d'un seul coup, t'avais accès potentiellement, quoi, à tous les films de la planète, quoi. Tous les films que tu trouvais nulle part, en fait. Exactement. C'est ça qui a causé un peu, finalement, la fin des vidéoclubs aussi. Hein. Ça a été fatal. Hein, Ouais, c'est clair. Internet, c'est sûr. Ouais. Les débuts du piratage, ça, c'était terrible, quoi. Ouais, ça a sonné le glas des vidéoclubs, c'est clair. Ils commençaient déjà à décliner avec les distributeurs automatiques, et puis l'étape d'après, Internet, téléchargement, bah, ils ont tout fini de les achever, là. Bah, ils ont fini en slip, hein, ouais, c'est sûr, parce que c'est vrai que rien que le distributeur remplaçait un truc entier, une boutique entière. Moi, je sais que là, quand ça avait fermé, ils avaient mis 2 distributeurs à la place. Donc, je m'en souviens très bien de ça. Et après, ils ont levé les distributeurs. Ils ont dit, les distributeurs, ça nous coûte trop cher, faut on les enlève. Si tu veux un distributeur, tu vas chercher des trucs à manger, peut-être, au distributeur, tu vois. Ça marche encore, tu vois. Bah ça marchera toujours, je pense. Ouais. Ouais, les trucs à manger, c'est l'avenir. Ah bah c'est pour ça on se retrouve avec autant de magasins. Bah d'ailleurs Uber Eats et tout ça, hein, ça c'est évident. On a parlé de la digitalisation, en tout cas du tout numérique. Moi je trouve que par rapport au moins-value qui fait en sorte que le cinéma, parce que Puig, là on est vraiment sur la même longueur d'onde quand tu parles d'émerveillement, de faire rêver. Moi il y a quelque chose pour moi qui est vraiment symptomatique de cette époque et qui pour moi est vraiment une moins-value, c'est l'arrivée des tournages en numérique, Ouais, ça, c'est vrai. Je suis d'accord. qui était à la base réservé vraiment au clip et à la pub, au métier de pub. Et le fait, l'abandon du côté organique de la pellicule, du rendu, tu vois, de cet aspect naturel. Ouais. Je me souviens quand je regardais le générique de fin, je voyais Panavision à la fin. Je savais pas ce que c'était. Et je voyais la Panavision. Ouais, ouais. Et je disais à mon frère, t'imagines si on avait la Panavision? Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas c'est quoi la pellicule ou tout ça. Mais je me disais, mais si j'ai cette caméra, je filme n'importe quoi. Tout est beau en fait. Tout est sublimé. Et aujourd'hui, avec les techniques, bon, aujourd'hui, tu as le numérique qui se rapproche vraiment, qui tend à se rapprocher de la pellicule, mais un peu, j'aime pas forcément, enfin, je suis pas un grand fan de Tarantino, mais quand il expliquait, il disait que pour lui, le numérique, c'est un peu un burger vegan, tu vois. Je trouve que ça a vraiment l'aspect, mais ça n'a Ouais, pas le mais c'est goût, ça pas n'a pas ça. la saveur, tu vois. Mais ça, c'est vrai ce que tu dis parce qu'on s'en rend compte, notamment pareil, dans les films en 4K. Les films qui reprennent apparemment de pellicule, ils font des fois un travail de dingue. Mais tu Et vois, l'image, comment elle est belle, elle est organique. elle est magnifique. Les plus beaux 4K personnellement que je trouve, c'est des films qui étaient tous en pellicule. Et tu vois, même les peaux, tu vois, les Ouais. peaux, elles sont super belles. C'est Là, les peaux, elles incroyable. sont Ouais. dégueulasses, en fait. Elles sont supra-étalonnées. C'est pas pareil. Et pour moi, c'est un désastre. Et surtout, pour moi, alors surtout, notamment dans les films aujourd'hui en numérique qui concernent les films d'horreur. Pour moi, c'est regardable. Ça me sort du film, en fait. Tu vois, je trouve ça dégueulasse, les effets de CGI. Ah bah le sang numérique, c'est de la merde. Je trouve que c'est vraiment un désastre. L'abandon des trucages pratiques, Ah ouais. des maquettes, des artistes. Un film comme Pumpkinhead, tu vois, de Stan Winston. Il est pas ouf, il est sorti en 88, mais tu regardes le monstre, mais comment, mais c'est Ah mais ça, abusé comment j'adore. il est bien fait. Et l'atmosphère lugubre, tu vois, du film, vaporeux, sombre, c'est magistral. C'est-à-dire, même si le film, il est pas, au final, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas un nanar non plus, mais tu rentres dans le film, tu vois, t'es dedans, voilà, c'est bien joué, il y a une belle image, la pellicule, vraiment, elle sublime le moment Ouais. où tu découvres le film, tu vois. Et puis en plus, la prestation forcément de Lance Henriksen, avec lequel on est tous familiers par le biais de Alien Ouais. et de Terminator, notamment, le 1. Il y a forcément, tu vois, des exceptions. Hein. Je pense à Midsommar, je pense à d'autres The Witch, je pense à certains autres films.
Mais hormis ça, je peux pas. Ça me sort du film. Je trouve ça vraiment Bah, disons dégueulasse. que, ouais, quand c'est des effets digitaux, des fois c'est complètement foiré. Mais en fait, il faut que les films assez récents, en fait, où c'était réussi, c'est justement quand ils font un mélange Un mélange des deux, ouais. d'animatronique et d'effets digital. Mais quand ils arrivent bien à fusionner un peu les deux, tu vois, il y a des choses intéressantes. Mais après, quand c'est que du tout digital, des effets tout, ça se voit quand même que c'est fake. Il y avait un film de requin là qui s'appelait Peur bleue, mais c'est pas possible. C'était des polygones, le requin. Comment tu peux être dedans? Je préfère un animatronique qui marche Bon, à après, moitié. Peur bleue, c'est un peu un nanar. Ouais, Peur bleue avec Samuel Ouais, L. Jackson, il ouais. était marrant. Ouais, il est marrant quand il même, il était- est marrant celui-là. Mais tu vois, les aliens, on parlait de aliens, là, les Covenants, là, pareil. Oh je veux dire, putain. Ouais, mais les xénomorphes, mec. mais après, Alien Covenant, il n'y a rien qui va. Ouais, non, mais même le scénario. Après, moi, tu vois, On parle le même pas truc, du c'est que, scénario, ça c'est évident. j'en mais- avais parlé, le scénario. Alors là, n'en parlons même pas, c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que l'alien est typiquement, l'alien, c'est vachement bien choisi comme exemple. Elle est beaucoup moins impactante que quand c'est le mec dans le costume. Enfin, selon moi, quoi, je trouve. Ou quand c'est les animatroniques, c'est. Là, j'ai regardé Alien à la Cinémathèque, là, il y a quelques jours. On était extrêmement nombreux. C'était une rétrospective de films de science-fiction, des classiques de science-fiction. Et la salle, elle était blindée. Et à un moment donné, le gars qui a animé tu sais, il présente le film, il dit, bon, alors ça me brûle un peu les lèvres, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Alien? Et mec, t'avais pas la moitié, mais 30% de la salle. Et moi-même, j'étais surpris. J'étais avec un gars, je dis, mais c'est un truc de fou. Et les gens veulent redécouvrir ces films-là, Fred. Non, mais ça, c'est chouette, c'est une bonne nouvelle. Ça c'est bien. Bah ça fait plaisir. Vous n'aurez jamais le choc que les gens ont eu la première fois parce qu'on on ne connaissait pas le Ouais, on xénomorphe. connaît. Ouais. Personne ne l'avait vu. Là, aujourd'hui, on a tous été nourris, biberonnés par le monstre. Tout le monde le connaît par cœur. Mais imaginez à l'époque une personne qui Bah ouais. regarde ça. Mais c'est un choc intemporel. Et il y avait un mec à côté de moi, tu vois, qui était à ma gauche. Je connaissais pas, un daron. Moi, je suis un peu sociable. J'aime bien sortir des petites blagues et tout. Je regarde, je dis, bah bon film, monsieur. Après, il me dit, je l'avais vu en salle. En 79. Mon père et ma mère, c'est ça, mes parents l'avaient vu en salle et j'étais trop jeune à l'époque avec ma sœur pour le voir. Et c'était un film qui, dans la bouche de mes parents, je savais que déjà c'était un truc de flip, ça a été impressionnant, c'était interdit au moins de 18 ans à l'époque. Hein. Et le truc, c'est qu'en plus, sur la pochette du film, c'était un œuf, tu sais, cet œuf-là, justement. Ouais, Ils comprenaient ouais. Et moi, je On en parlait comprenais avec pas, mais Wish. pourquoi? Mais ça a l'air L'affiche, mystérieux. la et tout, puissance de l'affiche. l'affiche, l'intrigue, Ouais. tu vois La pas le puissance monstre. de l'affiche et le truc, Et la c'est tagline, la plus légendaire. de Alien, tous. on voit un œuf, tout ça. Et la créature, on pouvait pas la voir dans des images, dans les magazines et tout ça. Le slogan, c'était dans l'espace, personne vous ne peut vous entendra entendre crier. crier. Là, c'est pareil, on en revient un peu à ce qu'on disait au départ. Le cinéma d'aujourd'hui n'arrive plus à créer de créatures aussi iconiques. Carrément. Il fait des suites à outrance, mais il n'arrive plus à créer de nouvelles créatures, de nouveaux. Bah pareil, on parlait des films d'horreur. Après, c'était un designer aussi, Giger, Ouais, bon, Giger après, qui l'a c'est un fait. tueur. Ouais. Mais je pense que le scénario de Un peu Dan, chelou, hein. je crois que c'est Dan O'Bannon et Walter Hill, les scénaristes, quand le scénario était écrit, ils n'avaient pas, eux, dans leur esprit, à quoi ressemble l'alien. Ouais. Peut-être dans le scénario, ils ont précisé que celui qui sort du ventre, là, c'était une espèce de larve, bon, des choses comme ça. Mais ils n'avaient pas une idée très précise du design du monstre. Et je pense qu'après, comme disait justement Jamel, c'est un art collectif de faire un film. Ah ouais, c'est tout le génie. Il y a celui qui a fait le scénario, puis après il y a le réalisateur, puis il y a celui qui a fait le monstre, qui a donc Alger Giger. On l'a convoqué, on lui a dit et puis il a fait des propositions et Ridley Scott a dû kiffer, il a dit ah ouais ça je le verrai bien dedans, ouais ça va être l'alien et tout. Ok, tout ça il est impressionnant. Et puis le jeu d'acteur, et puis la lumière, et puis la musique de Jerry Goldsmith justement. Et ben le tout fait que ben c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est pareil, on parlait des films d'horreur justement aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu Terrifier 2 ou le 1, mais justement vous ressortez d'Halloween qui était tout pourri, la trilogie qu'ils nous ont fait, et après tu prends un film comme Terrifier 2 qui a coûté je crois $250,000, qui en termes de CGI c'est que du practical, c'est que du gros sang, des prothèses et tout. Le film il est ultra vénère, et justement tu vois ça, tu te dis mais comment ça se fait qu'un mec qui avait un budget limité a pu faire des trucs comme ça, et des gars qui ont des budgets 10 fois, 100 fois supérieurs, ils font des bouses où il se passe rien. Quand il y a du sang, c'est du numérique.
tu te poses la question quand même. Tu te dis, putain, c'est quand même, je sais pas, c'est quand même bizarre, quoi. C'est révélateur C'est aussi. Après, je révélateur pense que... des studios qui sont frileux ou j'en sais rien. Parce que ça prend du temps, hein, et puis ça coûte très très cher, Ah les ouais. effets spéciaux. On s'en rend pas compte, hein, les effets digitaux, c'est beaucoup moins cher. Ouais. Et c'est plus à la chaîne. Et les effets spéciaux, ça prend du temps. Et aujourd'hui, bah voilà, il faut enchaîner. Mais en fait, c'est devenu une solution de faciliter les effets spéciaux carrément, numériques, quoi. C'est tout, on fout tout en numérique et puis. Mais c'est ça qui est fou. Ouais. C'est qu'on se dit, tu vois, le progrès, ça doit être toujours mieux. C'est ça qu'on dit, le progrès. Mais là, en fait, on a régressé. On a régressé, ouais. Qualitativement parlant. Ouais. C'est dingue, en fait, de se dire ça. Et à mon avis, même, tu vois, les sagas horrifiques, tu vois, les Freddy, les Vendredi 13 et tout, les slashers, il y avait des slashers, ils étaient tout pourris. Mais en réalité, je sais pas, même un Carnage, tu vois, c'est bien. Ouais. Mais le fait que ce soit tout en pratico et en pellicule. Ah ouais, ça, c'est un charme, ouais. Voilà, Ouais. exactement. C'est un charme vraiment particulier. Mais par exemple, typiquement, moi j'adore la saga Vendredi 13, même si c'est la plupart des films, c'est des bouses, hein, faut être honnête. Mais c'est vrai que ces films-là, ils ont un charme. Tu les regardes à la suite comme ça, alors c'est quasiment toujours la même chose, hein, toujours plus con, mais je veux dire, il y a quelque chose, il y a un charme. C'est pas pour rien que le personnage est resté. C'est des films d'ambiance, c'est beaucoup. Ouais. En fait, le scénario est complètement con parce que voilà, c'est des gens qui se font tuer à la chaîne du début jusqu'à la fin, voilà. Mais il y a de l'ambiance, tu vois. Et puis surtout, il y a un tueur iconique, quoi. Il y a quelque chose. Tu parlais tout à l'heure de la dernière créature. Moi, j'en ai une perso, je pense que c'est la créature de Jeepers Creepers. Moi, c'est vraiment la dernière de Victor Salva où je me suis dit, ah ouais, il y a quand même du design, il y a quand même du travail. Ouais, pas mal, c'est vrai. Il y a quand même quelque chose, tu vois. Moi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai bientôt fait un épisode dessus. Le premier Jeepers Creepers, j'ai beaucoup aimé ce film. Mais hormis ça, tu vois, ça remonte déjà à... Mais ça date, hein, le premier, il date de quoi début 2000, hein, 2001 ou 2002, je sais plus. Ouais. Ça fait 20 ans. C'est vrai que de nouvelles créatures, à part un petit peu le clown de Terrifier, je trouve, je me suis dit, tiens, il a sa petite originalité, quoi, du coup. Mais c'est vrai que sinon, comme ça, il n'y a rien qui me vient, quoi, en créatures nouvelles qui pourraient rester dans le cinéma d'horreur. Ouais, c'est vrai que dans les années 80, il y a eu toute une création, il y a eu en fait une prolifération de créativité en fait pour de nouvelles icônes du fantastique. Mais dans tous les domaines, pas que dans le fantastique, hein. Dans tous les domaines, dans les films d'horreur. Donc, parler des films des actionneurs. Oui, voilà, mais carrément, oui, c'est ça. Ils ont créé énormément d'icônes, même dans les actionneurs, tu as raison. Ouais, mais complètement. Parce qu'on parlait des créatures, regarde, imagine le design, l'Alien, le Predator, le Freddy Krueger. Même The Thing, la créature et tout ça. The Thing. Le meilleur film d'horreur de tous les temps. Je suis d'accord. Quand on va refaire toutes les rétrospectives de tous ces films, qu'est-ce qu'on va faire après ? En fait, tous ces classiques de fou. Parce que là, on en est là aujourd'hui. Parce que là, par exemple. Non, parce que regarde, là, on les a vécus. Attends, juste un instant. On les a vécus. Toi, tu les as vécus avant nous. 80, 90, 2000. Aujourd'hui, on est en 2023. Depuis, on va dire, allez, 5-6 ans. Depuis 5-6 ans, on voit vraiment un florilège de rétrospectives, chacun avec sa patte, chacun avec sa sensibilité sur YouTube, via les podcasts, tout ça. On se refait plein de films comme ça, de rétrospectives. Mais à un moment donné, quand tout ça, ce sera épuisé. Et moi, j'ai pas envie de continuer perso mon podcast en parlant de films, en faisant des critiques de films que j'aime pas. J'aime pas être dans cette énergie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand on aura épuisé tout ça, Fred, qu'est-ce qui va se passer ? Mais il y aura toujours quelques bons films. Vous pensez qu'il y aura quand même des choses intéressantes à un moment donné ? Ouais, non, mais complètement. Mais après, je pense qu'il va y avoir un renouveau parce que c'est inévitable dans la créativité. Il y aura des choses. Tu verras, ça sera surprenant. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. On verra dans les années qui viennent. Mais ce qui est sûr, c'est vrai que je m'étais posé la question parce que j'avais fait sur ma chaîne des rétrospectives sur Freddy Krueger, sur Alien. J'ai vu qu'il y avait des youtubeurs qui avaient fait sur Halloween parce que c'était sorti le dernier. J'ai dit non, je vais pas faire Halloween parce que tout le monde le fait en ce moment. Je verrai plus tard, à la limite. Plus tard, je vais attendre un peu ça. Allez, je vais faire Hellraiser. Allez, j'ai fait Hellraiser. Mais tu vois, c'est pareil. On parlait de qui a comme monstre. Mais ça va s'épuiser en fait, ce réservoir à un moment donné. On a fait sur Massacre à la tronçon. Alors, qui y avait comme monstre sacré d'horreur ? Il y avait le Letterface, Freddy Krueger. Il y avait Chucky. Il y avait. Bon, mais une fois que tu les as tous énumérés, ils sont tous ancrés dans les années 80, 90. Allez, un peu 2000 avec Jigsaw, parce qu'il y avait 90-2000. Voilà, il a débordé un peu. Jigsaw, on peut dire que ça fait partie des icônes. Ouais, quand même. Mais je veux dire, c'est
c'était le dernier, en fait, lui, avec le Scream, avec le Ghostface. Mais je veux dire, on n'en a pas eu de nouveau depuis. Non. Et il y en aura sans doute, alors pas que dans les films d'horreur, machin, mais peut-être de personnages un peu iconiques, tu vois, que du coup, même les studios aient envie de faire des suites. Ils disent, ce personnage, il est vachement iconique, vachement bien inventé, tout ça, le scénario était bien en plus, même si c'est juste un petit film un peu de thriller, hein, mais on aura ça plus tard, mais voilà, pour l'instant, je pense, hein, mais je pense qu'il y a une période un petit peu où ils mettent plus en ce moment en avant des personnages qui sont issus de la BD, tu vois, des comics, des choses comme ça qu'ils adaptent pas mal. Puis un jour, tu auras des gens un peu comme... Parce que voilà, un nouveau Wes Craven ou un nouveau Romero, je sais pas, qui va te faire un personnage un peu comme ça, iconique au cinéma ou dans une série, hein, attention, parce que ça peut arriver sur des séries. Moi, je pense que d'ici 2-3 ans, justement, ce qui va se passer, c'est que les gens feront de plus en plus de critiques et de rétrospectives sur les séries et sur les saisons. Ça, c'est possible, ouais. Ouais, il y a des trucs sympas, hein, il y a des séries vachement sympas. Oui, bien sûr. Je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Mais tu vois, par exemple, je pense que les séries, elles n'ont pas... Alors peut-être que je me trompe, mais elles n'ont pas l'impact. Sauf peut-être là, je viens d'entendre Wednesday, là, apparemment, et la petite jeune là qui joue justement dans le dernier Scream. Le film fait un carton chez les ados, notamment ce personnage-là, Mercredi. Après, c'est vrai qu'elle est charismatique, l'actrice. En plus, ça ressort un peu le côté gothique qui était un peu périmé. Et puis, comme c'est une... Ouais, et puis ça a été une actrice enfant, tu sais, c'est comme DiCaprio, il a joué quand il était très jeune dans des sitcoms, il était enfant, et elle, apparemment, quand elle était enfant, elle jouait dans des trucs sitcoms et tout. Donc, très jeune, elle a été formée à faire l'actrice. Le visage change en fonction de la lumière, en fonction du maquillage. Ouais, mais bien sûr, complètement. ça, c'est sûr. Mmh. Je me demande aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment des gens qui ont des enfants aujourd'hui et qui iront jusqu'à les appeler d'un prénom qui est tiré d'un film ou d'une série? Ouais, Monsieur Spock, tu vois. Peut-être que dans Game of Thrones, peut-être que dans ça, j'en sais rien. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Daenerys, ma fille, je l'ai appelée Daenerys. Ouais, je sais pas. Tu as la prof d'école en 2050, elle s'appelle Hélène Ripley, puis elle fait l'appel, et c'est que dans la classe, ils ont tous des noms de personnages de cinéma, tu vois. Mais Sidney Prescott, tu vois, c'est sûr qu'il y en a qui vont appeler Sidney, mais c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, tu vois, je sais pas. Peut-être que des films aujourd'hui, vraiment, est-ce que les gens iraient jusqu'à appeler leurs enfants, que ce soit des garçons ou des filles, par des prénoms je sais pas. Après, en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Hein. On a quand même parlé de pas mal de thématiques de cette époque-là. C'est vrai que c'est très dense. Hein. Mais tu vois, par rapport à l'aspect culturel, tu donnes de la matière aussi un petit peu intellectuelle, morale, tu vois, dans les films, des trucs qui poussent à la réflexion, ou dans les personnages, tu peux partager de belles valeurs aussi, tu vois, dans des séries, dans des trucs. Et ça, les gens vont beaucoup aimer. Pourquoi on parlait de Retour vers le futur, tout ça, ils aiment bien parce que Marty McFly, il a des problématiques de jeunes, tout ça, qu'on peut retrouver dans toutes les générations. Puis il s'aperçoit que ses parents, quand il a voyagé dans le temps, ils avaient les mêmes problèmes, tu vois. Et puis il y a des choses qui poussent au dépassement de soi, tu vois, quand il essaie de convaincre son père que réveille-toi un petit peu, te laisse pas faire, tu vois. C'est le gamin en fait qui et puis en fin de compte, il modifie des choses et puis il te montre aussi qu'il fait des erreurs. Et les erreurs qu'il a faites, tu vois, sur la trilogie, est-ce qu'il peut les réparer? Alors avec l'histoire de voyage dans le temps, tu peux te permettre de faire plein de choses, mais en même temps, ça te parle de filiation, de morale, de valeurs, tu vois, qu'est-ce qui se transmettent, et puis l'amitié, il y a des choses comme ça, tu vois, avec le Doc Brown et tout ça. Et tu vois, c'est des choses quand même, mine de rien, c'est de la nourriture qui parle à ton âme, à ton esprit, tu vois, et tu as besoin de ça, tu vois. Il faut pas juste voir un déluge d'effets spéciaux, de machin. Alors des fois, on aime bien aller se faire peur dans des films, et puis des fois, on aime bien des films comme ça où ça te raconte une histoire épique, avec des belles valeurs, tu vois, des choses. Et c'est des trucs que tu peux retrouver. C'est un apprentissage, en fait. Voilà. Et quand on parlait de Star Wars, pourquoi ça a traversé les générations? C'est parce que dans Star Wars, tu as des histoires de mentors, de quêtes, avec des valeurs aussi, tu vois. C'est universel. C'est le voyage du héros. Quelque part, il y a un côté éducatif
en fait, tout en étant du divertissement, tu vois. C'est des films intelligents. C'est pas des films qui se contentent juste de te distraire. C'est des films qui vont tout d'un coup, tu as Maître Yoda qui va te sortir une phrase, fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai, tu vois, dans la vie, tu dois tenter des choses, en gros, il te dit ça, tu vois, à travers cette fiction, il te parle, le personnage, il parle qu'à lui, à travers lui, qui te parle à toi, tu vois, il te fait passer un message et tu te dis, mais putain, oui, c'est vrai, tu vois, il y a des tas de choses comme ça qui sont super intéressantes et que tu peux retrouver dans d'autres œuvres, c'est pour ça, moi, j'aime beaucoup Star Trek aussi, parce que des fois, il y a des choses de cet ordre-là. Des fois, il y a des petites pépites, tu vois, dans des dialogues et tout. Tu dis ça me parle. Ou dans Rocky, tu vois. Bah Rocky, ouais, typiquement Rocky, ouais. Ça me parle. Et les gens, ils aiment aller voir ça parce que Rocky, au final, quand tu réfléchis, Rocky, il y a le côté la boxe, mais en fait, quand Rocky, sur 1h30 de film, tu as 20 minutes de boxe, on va dire, à tout casser, ou 15 minutes. Tout le reste, c'est que des dialogues, c'est de l'humain, tu vois. Et ça te fait vibrer quand même. Ouais. Tu vois, et il y a le côté challenge et tout. Et donc, il y a beaucoup de dialogues avec des trucs très percutants qui font mouche et qui parlent à ton âme, tu vois, qui te nourrissent. C'est pas juste, voilà, un film de baston ou de machin, comme certains auraient pu l'imaginer à une époque. Tu sais, il y a des gens qui dénigraient Stallone en disant, ouais, c'est des films de cons, c'est des films d'action et tout. Mais non, en fait, Stallone n'est pas si con que ça. Il a été capable de faire du divertissement, mais aussi de faire des trucs un peu plus profonds. Dans le cinéma, dans les œuvres de fiction, ça te raconte des choses, ça peut te toucher, t'émouvoir et du coup te pousser à la réflexion, tu vois. Même un film noir qui est très dark, qui te pousse à réfléchir, tu vois. On en parlait tout à l'heure, un peu avant le live, sur des séries un petit peu fantastiques comme Au-delà du réel ou des Twilight Zone, où en fait, il y a des petites fables morales comme ça, et puis des trucs un petit peu qui te font réfléchir et t'as pas eu l'impression d'avoir perdu uniquement ton temps à regarder un film à la télévision pour passer le temps. Ça t'a fait réfléchir aussi. C'est comme si tu avais lu un bon roman, tu vois. Voilà. Mais justement, si je peux rebondir là-dessus, c'est vachement vrai ça, parce que je pensais à autre chose, à un autre aspect qu'on retrouve moins aujourd'hui. Moi, je sais que par exemple, il y a des films, alors dans mon cas personnel, mais je pense pas être le seul. Moi, il y a des films que j'ai pris en pleine face, Full Metal Jacket, Braveheart, Le Soldat Ryan, surtout au cinéma. C'est des films qui m'ont vraiment retourné. Et c'est des films, en fait, une fois les avoir vus, c'est des films qui m'ont fait m'intéresser tout simplement à l'histoire, à ce qui s'était passé, à chercher plus loin finalement que le film, ou chercher à savoir, mais est-ce que ce que j'ai vu c'était vrai, ça s'est passé comme ça, et ça, je trouve qu'on retrouve beaucoup moins cet aspect dans le cinéma d'aujourd'hui. Un film tellement puissant que, en fait, ouais, ça te pousse à t'intéresser au-delà du film, en fait. Ça te donne une envie de te documenter, en fait. C'est ça, voilà, ouais. Comme tu dis, il y a des épopées historiques. Là, tu vois, par exemple, Ridley Scott, il va revenir. Alors, en ce moment, il revient un peu au film historique. Ouais, avec le dernier duel et puis voilà, le dernier duel. Et d'ailleurs, qui est d'ailleurs une histoire vraie. Ouais, et il est excellent, ouais. Et oui, là, il est excellent quand il fait des choses comme ça. Et ben, le prochain, c'est avec Joaquin Phoenix. Il fait un film sur Napoléon. Voilà. Et figure-toi que Spielberg, lui, de son côté, il va réaliser le scénario de Napoléon que Stanley Kubrick a écrit. Il a mis 20 ans à l'écrire. Tu sais, il n'a jamais pu réaliser. Parce qu'il voulait faire un film sur... Ouais, il n'a jamais pu le faire. Spielberg, il va le faire en téléfilm, en 3 ou 4 parties. Ah ouais et ça va être... Ouais. Ça a été annoncé. Et donc là, c'est en post-production. Je ne sais pas, il sortira bien après le film de Ridley Scott. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à nouveau des films historiques qui vont parler sur... Bon, là, en l'occurrence, Napoléon. C'est vrai que c'est un personnage controversé et tout. Il y a des choses super intéressantes que peut-être justement des gens vont avoir envie d'ouvrir des livres d'histoire et dire mais est-ce que c'est vrai tout ça, tu vois, et voilà la même démarche. Parce que typiquement pour alors Braveheart c'était vrai, mais même Full Metal Jacket juste avant, mon père adorait les films de guerre, donc on en regardait beaucoup, même des plus anciens et compagnie, et c'est vrai qu'au tournant des années 90 on a eu ces 3 films coup sur coup qui étaient vraiment des chocs, hein. Surtout moi le Soldat Ryan, je suis allé le voir au cinéma mais j'ai pris une baffe moi aussi je l'avais vu. Étant collé. D'ailleurs, c'est le premier film. À ce moment-là, j'allais voir quand même souvent des films au cinéma. C'est le premier film où j'ai vu des gens sortir de la salle au bout d'un quart d'heure, quoi. C'était le premier film où ça se passait. Et c'est vrai que moi, je me souviens, en sortant de la salle, à ce moment-là, mes potes au collège, tout le monde s'en foutait de ce film. Et je leur ai dit, mais putain, mais sérieux, vous allez
vous avez jamais vu ça, c'est garanti. Tout le monde parlait de Taxi 2 et compagnie là. Ah, c'est pas le même univers, Ah ouais, c'est mais sûr. j'ai dit, mais putain, allez le voir, vous allez prendre une baffe comme jamais c'est certain, vous avez jamais vu un film comme ça. Et je me souviens, il y en a certains qui sont allés, le bouche à oreille a fonctionné, et c'est vrai que ce genre de film, c'est typiquement un film de cinéma, quoi. Ouais, mais en plus, moi, je me souviens quand j'avais vu ce film, la scène d'ouverture, tu sais, du débarquement, elle est tellement dingue que je me suis surpris, moi, sur mon siège, peur de me prendre une balle. Moi, j'étais pas bien, je m'en souviens. Ça m'a fait cet effet-là. J'ai eu un coup de stress, moi, perso. Je me suis En dit, fait, à un putain. moment donné, j'avais l'impression que les balles elles me passaient à côté, tu vois. Je me suis surpris à m'enfoncer dans le fauteuil et je me suis dit, mais je vais m'en prendre une. Tellement le truc était incroyable sur le grand écran. J'étais en plein cœur du combat, mais c'était atroce, tu vois. Mais pour moi, ça reste encore aujourd'hui la séance de cinéma qui m'a le plus marqué. Honnêtement, des films que j'ai vus moi, c'est vraiment ce film-là, il m'a vraiment. Quand je suis sorti de la salle, j'étais KO, quoi. Je me suis dit putain, mais ça c'était vraiment un truc de dingue, un truc que j'avais vraiment jamais vu avant et qui était vraiment pour le coup incroyable visuellement. Il y a un film, tu as dû le voir sans doute, de film, Tu ne tueras point de Mel Gibson avec Andrew Garfield. Il est excellent aussi. Et c'est c'est un peu le même genre, tu vois. Bon, mais c'est une histoire vraie aussi. Ça aussi, c'est une histoire vraie. Mais et c'est aussi un beau film. Après, il est extrêmement brutal. Après, c'est aussi très bien réalisé, hein, les scènes de bataille. Mais je trouve il est différent du Soldat Ryan. C'est pas. Moi, j'adore les films historiques, moi. Mais c'est vrai que celui-là au cinéma, c'était aussi un choc. C'est un peu la même période, pratiquement. Un peu plus tard, il est sorti, ouais. Ouais. Non, je te parle historique. Ah oui, c'est la même période, c'est la Deuxième Guerre mondiale. À peu près la même période. La même période, est-ce que tu as vu La Ligne Rouge, Pouiche ? Celui-là, justement, il est sorti juste après le Soldat Ryan. Ouais, mais il est magnifique. J'adore ce film. Tu me fais plaisir. La BO, ce film-là, ça c'est véridique. Hein. J'avais enregistré la bande-annonce. La bande-annonce, elle est magnifique. Encore aujourd'hui, des fois, je la regarde. Il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai montré à Reigns. Il connaissait pas le film et tout. Je dis, mais regarde-moi cette bande-annonce de dingue. Regarde-moi ce casting de ouf. Est-ce que ça te donne pas instantanément envie de voir ce film ? La bande-annonce, encore aujourd'hui, elle est incroyable. Mais c'est vrai que ce film-là, La Ligne Rouge, il m'a mis, alors pas la même baffe que le Soldat Ryan, parce que justement, c'est le contre-pied un peu du Soldat Ryan. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Franchement, c'était super intéressant et très dense, très vaste. C'est parti un peu dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, c'est évident que le cinéma, il a plus du tout la même portée sociale, sociologique, sociétale qu'à l'époque. Comment ça va évoluer, on le verra. En tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut compter avec tout ce qui est plateforme de streaming et notamment aussi l'avènement des séries depuis maintenant une décennie. Mais voilà, je remercie vraiment mes deux invités. Merci à Pouiche, merci à Fred. Merci à toi. Merci à toi. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Ça permet de faire connaître davantage le podcast. Merci, à bientôt les gars. Salut. Salut. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois.